Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci d'être, malgré toutes ces vicissitudes, aussi nombreuses et aussi nombreux. Donc, l'espace de réflexion éthique de la Nouvelle-Aquitaine, site de Bordeaux, est heureux de vous accueillir pour cette première réunion que nous reprenons pour partie en réel, vous êtes là, mais aussi en virtuel, en visioconférence. Je dois dire que je suis très heureux de nouveau de ce contact avec les femmes et les hommes pour parler éthique, c'est important. Malgré tout, le visuel, la visioconférence nous a permis de combler un déficit. Il n'y a pas eu rien, il y a eu malgré tout quelque chose. Voilà, je vais simplement vous dire que ce soir nous allons aborder une question majeure sur la vaccination, les problématiques qu'elle pose sur le plan médical et surtout sur aussi le plan philosophique et moral, éthique. Nous avons deux personnes très compétentes en la matière, le docteur Sarlang d'une part, excusez-moi, voilà, qui est pédiatre, infectiologue au CHU de Bordeaux, et le professeur Barbara Stiegler, qui est une philosophe, membre de l'Institut universitaire de France, qui a beaucoup apporté dans la formation sur le soin, l'éthique et la santé par un master extrêmement important dans notre université. Et je suis sûr que tous les deux vont d'une part ouvrir le débat qui sera animé par Bernard Broustet, que je remercie une fois de plus, un vrai journaliste qui pose des vraies questions. Voilà, je vous laisse simplement partager ce moment de réflexion et d'écoute. Merci Monsieur Vioulac, merci tout le monde. Mesdames et messieurs, le sujet que nous allons aborder ce soir est d'une grande actualité, évidemment, mais je dirais aussi que son retour plus ou moins brusque dans l'actualité ou dans les actualités au fil des siècles est récurrent depuis plus de 2 siècles, puisque c'est tout à la fin du XVIIIe que Jenner a mis au point le vaccin contre la variole qui a progressivement permis d'éradiquer ce fléau. En un peu plus de 200 ans, de nombreux autres vaccins ont fait leur apparition dans la panoplie médicale, permettant entre autres de quasiment venir à bout de la poliomyélite et d'autres, mais paradoxalement aussi considérable qu'ait pu être le rapport à la santé publique, il suscite de façon récurrente et sur des modes plus ou moins véhéments, scepticisme, controverses et querelles. Au-delà des oppositions tranchées, assises sur certains types de croyances religieuses ou philosophiques, le questionnement sur le vaccin a aussi une dimension éthique et c'est de cela que nous voudrions essentiellement parler ce soir. Cette dimension éthique tient à 2 spécificités des vaccins. D'abord, contrairement à la plupart des médicaments, et à quelques exceptions près, ils sont destinés à des individus qui ne souffrent pas de la maladie qu'ils ont pour vocation à prévenir, et alors que la vaccination de ces personnes les expose à un risque souvent négligeable, mais pas inexistant, d'effets secondaires, alors même qu'ils sont en bonne santé. D'autre part, et à certaines exceptions près là encore, l'immunité procurée par le vaccin n'a pas qu'une dimension individuelle. La vaccination d'un nombre significatif d'individus contribue, on semble le voir aujourd'hui, à protéger aussi ceux qui ne sont pas ou pas encore vaccinés, voire à faire disparaître quasiment ou totalement certaines pathologies, comme là encore la variole ou la poliomyélite. Certains des potentiels thèmes clés de nos débats de ce soir commencent ainsi à se dégager.
Jusqu'à quel point les risques engendrés par les vaccins peuvent-ils déclencher un refus ou une hésitation? Jusqu'à quel point les considérations de santé publique peuvent-ils être conciliées avec les choix personnels? À quelles conditions l'obligation vaccinale peut-elle être imposée ou envisagée? Autant de questions qui se posent dans un contexte anthropologique, sociologique, culturel qui est celui de la France d'aujourd'hui et qu'on peut caractériser par quelques traits. La réticence vaccinale est ou était plus forte en France que dans les pays comparables, que dans la plupart des pays comparables. Elle touche entre autres une fraction minoritaire mais non négligeable du personnel soignant et après avoir été, semble-t-il, peu significative dans les décennies d'après-guerre, elle s'est renforcée au cours de ces dernières décennies, les scandales médicaux qui ont frappé notre pays n'y étant sans doute pas pour rien. Alors, pour aborder ce sujet, comme l'a dit Bernard Biulac, comme l'a annoncé Bernard Biulac, deux intervenants ouvriront le bal avec deux approches très complémentaires. Jean Sarlang, pédiatre au CHU et spécialiste du sujet, évoquera avec son regard de médecin les risques et les bénéfices de la vaccination. Barbara Stiegler, philosophe, professeur à l'Université Montaigne notamment, abordera le sujet sous l'angle épistémologique, le rapport au savoir, et politique, c'est-à-dire, pour faire bref, le rapport entre la vaccination et le pouvoir politique et pouvoir médical. Après ces deux exposés qui ne devraient pas dépasser une demi-heure chacun, j'essaierai de veiller au respect des horaires, viendra le temps du débat. Je souhaite que les questions et les interventions de la salle soient aussi nombreuses que nous le permettra le temps dont nous disposerons. Je souhaite qu'elles soient courtoises et respectueuses de la pensée des uns et des autres. Et je ne doute pas non plus que le débat ce soir vous permette d'approfondir votre information et votre réflexion. C'est en tout cas le but recherché par l'ERENA. Merci. Merci M. Boustet qui a bien défini. Merci M. Boustet qui a bien défini le champ de nos interventions respectives. Merci également à l'ERENA, mes collègues hospitaliers, d'avoir invité un pédiatre à parler des vaccinations pour amorcer la discussion sur le bénéfice-risque en santé. Il n'y a pas que les vaccins qui ont des bénéfices et des risques, mais c'est, à mon avis, un très bon exemple. Alors, la deuxième diapositive, je pourrais. Alors, bien avant l'inscription du principe de précaution dans la loi française, c'est inscrit dans la loi française et même dans la Constitution, sur la prévention de l'environnement et sur le retentissement éventuellement sur la santé environnementale, Hippocrate, et c'était dans le traité des épidémies, c'est pas anodin, dans le traité des épidémies, 400 ans avant Jésus-Christ, avait déjà abordé le sujet du risque en édictant le principe de précaution, d'abord ne pas nuire. Or, toute action de soins, y compris en prévention, que ce soit la prescription d'activité physique ou de régime diététique, n'est jamais totalement inoffensive. La mise à balance des bénéfices retirés par le patient avec les éventuels risques... Pardon, je m'approche, oui. Désolé. C'est bon, là? Bon. Donc, la mise en balance des bénéfices retirés par le patient avec les éventuels risques auxquels cette action l'expose est un fondement de la médecine. D'abord, ne pas nuire. Et par ailleurs, le premier souci du médecin est de rétablir, préserver ou promouvoir la santé dans tous ses composants. Et donc, au principe de précaution s'oppose ou en parallèle, il y a le principe de protection ou le devoir de protection, l'assistance à personne en danger. Donc, il y a deux aspects de principes fondamentaux. Et la prise en compte de ces deux exigences est d'autant plus difficile, M. Boustet a dit, que les vaccinations concernent essentiellement, mais pas toujours, des sujets en mode santé, et qu'à la dimension individuelle s'ajoute une dimension collective. Une problématique particulièrement acutisée dans le domaine des vaccinations. La prochaine, je vous prie. Alors, une illustration extrêmement aisée du bénéfice direct de la vaccination. Ça, c'est facile. La variole, depuis l'Antiquité, était responsable du dépeuplement massif de certaines populations. Certains pays, certaines régions, vous voyez la population divisée par 3 épidémies. Et ce, depuis l'Antiquité. On a trouvé des traces de variole chez les momies égyptiennes, les rois de France, mais aussi le peuple. Aucune limite sociale. La variole, c'est un virus, il attaque tout le monde. Eh bien, la variole, vous voyez, ça tué des millions de gens.
On estimait encore qu'au XXe siècle, avant l'éradication, elle tuait 2 millions de personnes par an. 2 millions de personnes par an. Pas une fois, par an. Et vous voyez que les bénéfices étaient évidents. Mortalité spontanée 20%. On s'est rendu compte par contre que quand on avait une fois, on était immunisé. Le concept d'immunité vient de là. On l'a une fois, on l'a plus. Alors, aujourd'hui, on l'a plus. Il y a une procédure qui a été osée. Vous verrez que la dernière diapo en reparlera. Ce qu'on appelle la variolisation. On inoculait aux gens en bon état une poudre faite à partir des pustules des malades, donc poudre contagieuse. La variole, c'est contagieux, pas les croûtes. On inoculait ça, et puis, on se rendait compte que ça immunisait, avec quand même quelques incidents, mais entre 20% de mortalité et 1%, il y a quand même bénéfice. Le bénéfice est apparu beaucoup plus évident lorsque Jenner, effectivement, s'est rendu compte que si on utilisait non pas des croûtes de varioleux, mais des pustules des vaches qui étaient atteintes de la variola vaccina, ce qu'on appelle la vaccine, et le mot vaccination vient du mot vache. Rappelez-vous, quand on vaccine, on revient à la vache. Bon. Eh bien, au départ, c'était avec les pustules des vachères qui triaient les pieds des vaches malades. On prenait le pus de ces dames. Le problème, c'est que quand on prenait le pus de ces dames, on inoculait, on pouvait protéger la variole, mais parfois, on contaminait les gens avec des maladies que ces vachères avaient. Donc, Jenner est parti directement au pied de la vache et en injectant la cowpox, la variole de vache, la vaccine, il a immunisé les gens. Et vous voyez que là, après, ça a été bien sûr amélioré. Et vous voyez le bénéfice de la vaccination, 20% de mortalité, 1% de mortalité, éradication en 1980, avec au prix d'un risque qui est réel, il n'y a aucune raison de le cacher, mais qui est inconsidérablement plus inférieur à celui de la maladie. Donc, accident grave, 1 pour 1 million de vaccinés. La suivante, je vous prie. Alors, le rapport bénéfice-risque, il est variable pour un même vaccin. Ça, c'est compliqué. En fonction du temps, le même vaccin peut avoir un bénéfice favorable, un rapport bénéfice-risque favorable ou moins favorable. Ce qui explique l'évolution des calendriers vaccinaux. Ça décontenance beaucoup de gens. Ils ne comprennent pas pourquoi on a changé le calendrier, mais l'épidémiologie change. Le bénéfice peut changer, parce que si c'est moins fréquent, et le risque, parfois, est mis en avant pour changer le rapport. Donc, c'est ça qui est compliqué. C'est pas figé. Il évolue en fonction de l'épidémiologie et des régions. Alors, maladie à haut risque, pas de souci, la variole, il n'y en a plus. Là, le bénéfice, il est incommensurable par rapport au risque. D'autres vaccins sont ciblés. On ne vaccine pas tout le monde. On vaccine les plus vulnérables, ce qui en soi est plutôt louable. Les bébés, les prématurés, les personnes âgées, ça se ressemble. Hein. Pédiatrie, gériatrie, Madame Pengalou. Voilà. Les maladies congénitales ou acquises. Certaines maladies ou certains traitements vont fragiliser les gens. Et ceux-là, effectivement, il faut les vacciner, ou en tout cas vacciner autour d'eux, on en reparlera. Et puis, il y a une stratégie qui est assez intéressante, c'est qu'on peut aussi vacciner les gens, non pas de façon systématique, mais lorsqu'ils ont été exposés à un agent infectieux. C'est par exemple le cas lors d'une épidémie de rougeole. Si quelqu'un n'est pas vacciné et qu'on sait qu'il a quelqu'un à côté de lui qui a la rougeole, eh bien on va vacciner. Et comme le virus vaccinal est plus rapide que le virus sauvage, on va lui éviter la maladie pour avoir seulement une rougeole vaccinale qui est anodine. Donc cette stratégie post-exposition est assez intéressante à connaître. Ça marche aussi pour la varicelle. Voilà, 3 jours pour faire ça. Quant à la varicelle, je ne suis pas immunisé, je me fais vacciner et promptement, ça va m'éviter la maladie. La vaccination, c'est parfois aussi un acte de traitement curatif. C'est pas que la prévention. Alors, j'ai mis la rage. La rage, en France, il n'y en a pas. Il n'y en a plus. Dans certains pays, il y en a. Il y a plus de dizaines de milliers de morts par la rage dans certains pays. Je vous rappelle que quand on est en contact avec la salive d'un animal contaminé, hautement mordu, parfois léché, eh bien, on va attraper la rage et on meurt. Sauf si on vaccine. Le traitement de la vaccination de la rage est un traitement curatif. Le dernier cas de rage qu'il y a eu en France, c'est un petit enfant qui était allé au Sri Lanka, sur une plage, qui a été léché par un chien enragé. Personne n'a tilté. Il est rentré en France. Il y a un délai d'incubation qui est très important. Quand il se déclare, c'est à 49,9% mortel. Donc sachez que la vaccination peut aussi avoir un effet curatif. La prochaine, s'il vous plaît. Alors celle-ci, bon, simplement pour montrer le nombre de morts pédiatriques chaque année dans le monde. Alors, vous voyez, c'est en 1990, il y a eu 11 millions, presque 12 millions de décès d'enfants de moins de 5 ans
dans le monde. Et les parties colorées, c'est des décès qui sont évitables par des vaccinations. Vous voyez que donc, presque 30 ans plus tard, vous voyez que l'histogramme a baissé considérablement. On est passé de 11 millions de décès à 5 millions 2. Et que dans cette amélioration de mortalité, il y a une part non négligeable qui est de la vaccination, puisque la partie colorée a aussi diminué. La partie colorée représentait 5,5 millions d'enfants chaque année. Et maintenant, elle n'est plus qu'à 1,8 million. C'est-à-dire que les vaccins ont une efficacité sur la mortalité infantile dans le monde entier. Et la notion de monde entier est importante, on en reparlera tout à l'heure. On est tous solidaires. Hein. La suivante, je vous prie. Alors en France, les choses plus simples. Alors la rubéole, voilà. En 2018, il n'y a eu aucun cas de rubéole congénitale. La rubéole, c'était surtout la hantise des femmes enceintes, et des pédiatres, et des obstétriciens. En 2018, aucun cas de rubéole congénitale. Avant, ça se traduisait par un certain nombre de décès in utero, ça se traduisait par un certain nombre d'interruptions médicales de grossesse, ça se traduisait par un certain nombre d'enfants nés avec de grosses malformations. La vaccination rubéole généralisée, fini. Ou à la marge. La dernière ligne assez intéressante, une pathologie qui est spécifiquement pédiatrique, qui est la méningite à hémophilus B. Je vois Maggie qui opine, du chef. Hein. Avant l'introduction de la vaccination en 92, qui n'était pas obligatoire au départ, hein, c'était 800 enfants chaque année en France qui avaient une méningite. 800 par an en France. Depuis l'instauration, d'abord la recommandation, puis la forte incitation, puis l'obligation, c'est moins de 5. Le dernier enfant qu'on a vu à l'hôpital des enfants ayant une méningite à hémophilus B, ça date il y a 85 ans, il n'était pas vacciné. On reviendra dessus parce qu'il y a eu non, il n'était pas vacciné sur le conseil de son pédiatre qui n'était pas bordelais. Les vaccins, ça ne sert à rien. Je peux vous dire que les parents, maintenant, ils savent faire quelque chose, ils ont été, ils savent maintenant, ils savent. Et ils seront promoteurs de la vaccination. La suivante, je vous prie. Alors, les bénéfices directs, la santé, la mortalité, la morbidité. Il n'y a pas que ça, on en reparlera tout à l'heure pour une dernière diapo. Le médecin doit préserver la santé dans tous ses éléments, physiques, mentaux, individuels et sociaux. Alors, les vaccins ont parfois un rôle important de réassurance. Je reviens sur cet enfant qui avait une méningite à hémophilus B, un enfant de 2 ans, était dans une crèche. Méningite, hôpital des enfants, branle-bas de combat. Tous les parents des enfants de la crèche ont appelé leur pédiatre, sont venus aux urgences. J'ai peur. On leur a dit, mais non, vous êtes vaccinés, dormez tranquille. Vous êtes vaccinés, dormez tranquille. Donc, c'est un bénéfice psychique pour ses parents et pour ses enfants. Indiscutable. Même chose pour les personnes âgées, on en reparlera tout à l'heure, mais j'ai vu vacciner beaucoup de personnes âgées et pas que âgées. Et depuis quelques mois, le message que je fais passer aux gens vaccinés pour la Covid, c'est retour à une vie familiale et sociale. Et familiale, les papis, les mamies, c'est pas le QR code pour aller en vacances, hein, ni pour aller en boîte de nuit, ni pour aller au concert. Eux, ce qui les intéresse, c'est de pouvoir prendre leurs petits-enfants dans les bras. Eh bien, la vaccination Covid m'a permis de leur dire, voilà, très bientôt, quand vous aurez eu vos 2 doses, vous pourrez prendre vos petits-enfants dans les bras en toute sérénité. Et à mon avis, c'est qu'un bénéfice indirect important, la sérénité. Vous voyez après que ça peut servir aussi pour les accès à des professions de santé ou autres. On parlera des vaccins obligatoires, les policiers, les éboueurs, personnalités à risque, les éboueurs. Il faut les vacciner contre la leptospirose. Voilà. Eux, ils sont à risque. Et eux, le bénéfice est très important. Très important. Accès aux voyages internationaux, avant le laissez-passer vaccinal, il y a eu la fièvre jaune. Et les gens ne posaient aucune question. Je vais aller en Guyane, je vais aller en Afrique, fièvre jaune. Voilà. Bénéfice de protection vis-à-vis de la maladie, bénéfice social, voilà, je peux voyager dans les pays où il y a la fièvre jaune. Ça ne posait pas de question. Je verrai sur les 2 derniers points, accès à des activités, lieux culturels ou loisirs et accès à l'établissement, on en parlera à la fin. Un point qui me paraît important, je veux revenir là-dessus, c'est qu'on a beaucoup parlé de distanciation sociale. C'est un terme qui me hérisse. Quand on parle de distanciation sociale, j'entends. Mais on peut avoir une interaction sociale, même si c'est difficile, avec des mesures d'hygiène, des barrières. Le masque, évidemment, on ne voit pas le sourire, on le verra après. Mais on peut quand même communiquer avec le regard. On peut, comme moi, avoir une communication non verbale plutôt riche. Voilà. On peut parler avec la voix. Donc, distanciation physique, oui. Distanciation sociale, non. Voilà. Je crois que c'est un mot qu'il faut, pour moi, personnellement, je crois qu'il faut l'enlever du discours. Voilà. On peut vivre en société sans se toucher, sans se faire la bise, en se regardant dans les yeux, en parlant, en bougeant. Voilà. Ça me paraît un truc important.
La suivante, je vous prie. Alors voilà, ça c'est une diapo que j'aime bien pour illustrer le fait que le vaccin, ce n'est pas uniquement un bénéfice individuel, mais aussi un bénéfice collectif. Alors, ceinture de sécurité. Un enfant, un adulte, il n'y a pas que des enfants, qui est vacciné, eh bien, il a une ceinture de sécurité. S'il rencontre la bactérie ou le virus, il ne va pas aller dans le mur, il sera protégé. Aussi simple que ça. Je rappelle quand même que dans les années 70, certains véhicules, notamment des pays nordiques, ont été équipés avec la ceinture de sécurité. Les véhicules français ont été équipés avec la ceinture de sécurité et les Français ne voulaient pas la mettre. À l'époque, c'était 18 000 morts sur les routes. 18 000 morts sur les routes. Puis un jour, le législateur a dit on va protéger les gens contre leur gré. Voilà. Diminution de 5 000 décès en 6 mois. La ceinture de sécurité protège les gens qui la mettent, le vaccin protège les gens qui sont vaccinés. Mais pas que, Dans la deuxième partie de la diapo, c'est le parapluie, protection altruiste. Vous voyez un monsieur, une dame, un petit enfant, qu'on ne peut pas vacciner parce qu'il est trop petit. Il est un peu grand celui-là, mais imaginons que c'est un nouveau-né, un petit bébé, ou un enfant qui a une fragilité à cause de sa maladie, on ne peut pas le vacciner. Le vaccin sera risqué chez lui, peut être risqué chez lui. Si on vaccine papa et maman, il va y avoir une protection indirecte altruiste. On va développer un petit peu ça. Voilà. Sachez qu'on peut aussi imaginer, qu'il faut aussi imaginer qu'on vaccine les enfants dans un foyer, dans une famille, et qu'il y aura une protection des personnes âgées. Ça, c'est pas évident à connaître. On s'est rendu compte que quand on vaccine les enfants contre le pneumocoque, vaccination qui est maintenant obligatoire, il y avait un effet très important sur les infections à pneumocoque des personnes âgées, qui sont aussi redoutables que les enfants, voilà, parce que le pneumocoque circule dans les familles, notamment au niveau des voies orales. Donc, la protection, c'est pas automatiquement les adultes qui protègent le bébé, ça peut être aussi les enfants qui protègent les personnes âgées. Et on va parler de la Covid après. Voilà, la suivante, je vous prie. Alors, pour expliquer un petit peu de façon plus précise cette protection altruiste, il y a un terme qui est anglais, cocooning, on peut le traduire par cocon protecteur. Cocon protecteur, soit protégé pour protéger les autres, dans le vulnérable. Le cas typique, c'est la coqueluche, mais pas que. Il faut savoir que quand il y a 10 décès chaque année par la coqueluche chez les nourrissons, c'est très peu, 10. 10 en France, c'est rien. Sauf que sur ces 10, c'est 7 ou 8 fois sur 10 la mère qui avait la coqueluche qui a contaminé le bébé, et que 2 ou 3 fois sur 10, c'est le père ou le grand frère. Donc en plus du traumatisme, du décès de l'enfant, il y a l'immense sensation de culpabilité des parents. C'est un souci technique. Bon. Je continue. Pardon? Je ne me vois pas, c'est pas grave. Si elles voient les diapos, c'est déjà pas mal. Elles m'entendent? Bon, voilà. Donc, retenez que la coqueluche, c'est très rare. Ça peut être très grave, mais surtout quand c'est très grave, c'est le petit bébé et c'est son père ou sa mère qui va contaminer, surtout sa mère. Donc, imaginez le traumatisme psychique d'une mère dont elle sait, qui sait que c'est elle qui est touchée, c'est elle qui est responsable. Alors, pas coupable, mais responsable. Voilà. Dans le cocooning, c'est ça important. Alors, on a parlé des déficits immunitaires, les femmes enceintes, la rougeole. Et en 2018, il y a eu une épidémie de rougeole, notamment en Aquitaine, on était les champions. Hein. Il y a une petite fille qui est décédée, qui était une greffée cardiaque à Bordeaux. Eh bien, on ne pouvait pas la vacciner parce qu'elle avait un traitement immunosuppresseur pour empêcher qu'elle rejette son cœur. Malheureusement, elle était contaminée par quelqu'un de sa famille. Voilà. Donc, le cocon n'a pas marché. Il n'y a pas de cocon. Et puis, le vaccin contre la grippe est moins efficace chez les personnes très malades ou âgées. On ne peut pas l'user chez les tout petits. Et chez les personnes âgées, c'est moins efficace. D'où l'intérêt que les gens qui s'occupent des personnes âgées, professionnels ou non professionnels, fassent le cocon protecteur. La suivante. Alors, quelque chose de très important, là aussi, je ne suis pas... Le discours est un peu ambigu et je voudrais le rectifier. Ce qu'on appelle la protection de troupeau, la protection collective. Je n'utilise pas le mot immunité collective, c'est un ambigu et c'est même un contresens. Protection collective, d'abord, ça concerne les maladies contagieuses. Vaccin antitétanique, c'est un vaccin égoïste. Je suis vacciné, je suis protégé, le bacille qui est dans la terre, il se fiche complètement de moi et des autres.
le voisin n'est pas vacciné, eh ben, il va attraper le tétanos. Donc ça concerne les maladies contagieuses. Elles ne sont pas toutes contagieuses. Surtout, la diminution de la circulation de microbes diminue le risque pour une personne de vacciner. Si les microbes ne circulent pas, j'ai moins de risque de rencontrer. Mais si je le rencontre, je ne suis pas immunisé. Je ne suis pas immunisé. Si je rencontre la rougeole, même si les autres sont vaccinés, et que moi je ne suis pas vacciné, eh bien, j'aurai des gros soucis. Si je rencontre la Covid alors que je ne suis pas vacciné, eh bien, j'aurai des soucis, même si c'est autour. Donc le mot immunité collective, je n'en parlerai plus. Protection de groupe, protection directe. C'est très important et je pense qu'il faut lever les ambiguïtés. Voilà. Donc, j'ai vu une dame qui voulait se faire vacciner pour la Covid, enfin qui voulait, ça fait 3 mois qu'elle tournait autour du pot, 80 ans à peu près, elle est venue, puis elle m'a dit non mais je suis toujours hésitante. Bon. Alors, un quart d'heure à peu près d'entretien motivationnel, je fais ce que je pouvais. Bon. Puis au bout d'un quart d'heure, elle était toujours hésitante. Bon, je lui ai dit écoutez madame, je suis désolé, mais j'ai plein de gens qui attendent, vous allez aller partir dans la salle d'attente et puis on va voir quoi. Je suis revenu après, et puis elle m'a dit mais elle est partie la dame. Ah bon? Oui, elle m'a dit, je vais attendre le mois de juillet, immunité collective. Ah oui, mais faux amis, immunité collective, non. Protection directe, oui. Donc effectivement, si tout le monde autour d'elle est vacciné, qu'elle ne sort jamais, peut-être. Mais si elle sort qu'elle n'a pas la Covid, elle ne sera pas protégée. D'accord? Donc, le mot immunité collective, il faut le proscrire. Protection indirecte, ça me paraît important. Alors, vous voyez que la couverture vaccinale, ben, elle dépend de la contagiosité. Pour avoir une éradication de la variole, c'était fait, enfin facilement. C'était acquis. La variole, c'est contagieux, mais pas autant que d'autres maladies. La rougeole, c'est très contagieux. Une personne contamine 20 personnes. Donc, pour avoir une éradication de la rougeole qu'on n'a pas, dans certaines régions, certains pays sont déclarés par l'OMS rougeole free. Notamment les États-Unis, ils n'ont qu'une peur, c'est que quelqu'un vienne de France ou d'ailleurs et porte la rougeole, parce qu'ils ne sont pas tous vaccinés. Donc, pour la rougeole, il faudrait que 95% de la population soit vaccinée pour qu'il n'y ait plus de rougeole. Alors, c'est l'objectif. On y va doucement. Vaccination rougeole, maintenant une vaccination obligatoire. On y va doucement, Mais il suffit qu'il y ait une poche pour des raisons politiques, religieuses, qui ne sont pas vaccinées. Si quelqu'un vient vers la rougeole, mais le foyer démarre. Donc, méfions-nous du mot immunité collective, c'est une protection indirecte. C'est un objectif louable, difficile à atteindre, mais nous ne disons pas le mot immunité. La suivante, je vous prie. Alors voilà, bon, ça j'aime bien cette photo. Ça c'est monsieur Charles Nicole, prix Nobel de médecine, on n'a pas 50 en France, prix Nobel de médecine, 133. Il a dit, enfin, il y a le bouquin, c'est pour ça que j'ai mis en photo. Bon, il a dit 2 choses importantes. D'abord, il y aura, c'est une fatalité, des maladies infectieuses nouvelles. Il a dit ça en 1933. Il y aura des maladies infectieuses nouvelles, c'est une fatalité. Et vous verrez qu'on va l'avoir de plus en plus, pour des raisons qu'on va discuter éventuellement. Surtout, il a dit quelque chose qui est très important, c'est que nous sommes frères. Les maladies infectieuses enseignent la solidarité. Nous sommes frères. Voilà. Donc, pensons à ça, la solidarité. Voilà. Les maladies infectieuses enseignent aux hommes la solidarité. Voilà. La suivante, je vous prie. Alors, soyons plus précis. 10 minutes, je vais le faire, je pense. Ça, c'est la carte de la Covid. Ça, c'était en haut à gauche, c'est au début. Après, c'est après. Et vous voyez, c'est parallèle aux transports internationaux. Voilà. Coronavirus sans frontières. Les virus traversent des frontières. Je vous parlera tout à l'heure de l'équité dans la distribution des vaccins. C'est un point fondamental. On est tous dans le même bateau, ou dans la même galère, ou dans le même avion. La suivante, je vous prie. Voilà, donc, M. Posté reviendra sur ce sujet. Voilà. Un groupe de médecins s'est inquiété auprès de l'OMS du fait qu'il est important d'avoir une stratégie équitable. Équitable, c'est pas égalité. L'équité, c'est donner à chacun selon ses besoins. Et certains pays ont des besoins très importants. Et ne l'oublions pas. La suivante, je vous prie. Alors, le risque. Alors, qu'est-ce que c'est le risque? Façon de projeter sur un événement à venir, une probabilité relativement faible qui produise des grands bouleversements. Alors, c'est amusant parce que ça, c'est le risque. Mais la chance, c'est pareil. La chance de gagner au loto, c'est aussi une probabilité extrêmement faible d'avoir un grand bouleversement, c'est-à-dire de devenir très riche. Quand c'est péjoratif, on dit le risque. Quand c'est bonique, quand c'est positif, on dit le risque, la chance. Alors, c'est important, c'est que le risque est une position centrale dans la société. On parle que du risque, La perception du risque est quand même
probablement du fait de la médiatisation, très prégnante. On parle beaucoup de catastrophes, on parle beaucoup de sécurité, on parle beaucoup de violence. Bon. Si on regarde un petit peu en arrière, on est beaucoup plus sécure maintenant qu'il y a 100 ans ou 200 ans. En passant, il n'y a pas de coupe-jarret dans les rues. Bon. Pas autant. Il y a aussi des enjeux inédits, c'est que maintenant le risque ne concerne plus nous-mêmes, mais l'espèce humaine en général, l'avenir de la planète, la liberté individuelle, et donc on déborde du cadre de la science pour envahir sur l'éthique et la politique. Or, le fait même de vivre est dangereux. La vie, tu m'as dit, sexuellement transmissible, constamment mortelle. Voilà. C'est de l'humour, mais voilà. Donc le souci, c'est on évolue vers un rejet de la fatalité, va donner la mort. Les philosophes anciens, notamment grecs, étaient une philosophie de la résignation. Et maintenant, on va vers une idéologie de la réparation. Voilà. Il y a quelque chose qui s'est passé, qui a fait quoi, qui va payer, etc. Donc c'est une évolution qui est quand même compliquée. La suivante. Alors, les vaccins. Alors, en haut, vous voyez les vaccins, le petit moins, perception immédiate du bénéfice. Ça, c'est très important. Quand on est vacciné, après, on n'est pas mieux. On n'était pas malade, donc on n'est pas guéri. On ne sent rien. On ne voit pas les bénéfices. Le bénéfice, il est lointain. On sera protégé de la rougeole dans 1 an, de la Covid dans 3 semaines. On n'est pas en face de l'incident immédiatement. Donc, perception de bénéfice lointaine, parfois même très éloignée. Quand on a un traitement curatif, on a une infection urinaire, ça brûle, on a la fièvre, on prend un antibiotique, on va mieux après. Donc le bénéfice, il est immédiat. Deuxième problème, c'est que les vaccins s'adressent à une population très importante, alors que les médicaments, on donne qu'aux gens malades. Et de ce fait, l'acceptation des effets indésirables, elle sera très mauvaise pour les vaccins. Je n'ai pas de bénéfice immédiat et je n'accepte pas d'avoir mal au bras. Vous acceptez mal. J'ai une infection urinaire, je ne vais pas bien, je prends un antibiotique, j'accepte d'avoir une mycose ou un peu de diarrhée. Voilà. C'est ça la problématique des vaccins. La suivante. Alors, perception du risque infectieux. Donc, on doit éduquer, informer. Et à mon avis, il est important de parler non pas uniquement du risque des vaccins, mais du risque des non-vaccins, de la non-vaccination. J'ai mis des phrases de deux philosophes, peu importe. Hein. Voilà. Plus les hommes seront éclairés, plus ils seront libres. Et puis, le goût du vrai va disparaître. Au fur et à mesure c'est pas toujours plaisant, la vérité. Mais c'est la vérité. Alors, risque pour les vaccinateurs, ça, c'est pas négligeable. Hein. Il faut aussi faire allusion à l'éradication de la polio. Ça fait des années qu'on rame, enfin, que l'OMS rame, que les ONG rament. La polio, ça fait des années qu'il y a moins de 100 cas par an dans le monde. On n'avait pas éradiqué ces 100 cas. Et le risque pour les vaccinateurs, c'est que les gens des ONG qui vaccinent doivent être accompagnés de militaires en armes pour les protéger. Pour les protéger, parce que sinon, ils se font descendre. Voilà. On leur parle du grand Satan qui va inoculer le sida à leur fille ou les stériliser. Voilà. Risque pour les vaccinateurs. La suivante. Voilà. Alors, peut-être un peu compliqué, mais ça va être relativement. Vous voyez ici, alors, en rouge, on démarre en haut, c'est l'incidence de la maladie, qui est très haute. Elle descend, elle se croise avec la couverture vaccinale. On vaccine, l'incidence diminue. Et en bas, il y a un petit fond d'effet indésirable, virtuel ou réel. Et puis, quand la maladie devient rare, les gens ne vont plus voir que l'effet indésirable. Ils disent, ça fait mal, ça donne la fièvre. Et la maladie n'existe pas. Donc, j'oublie. Donc, perte de confiance, on lève le pied, on ne vaccine pas, et la maladie revient. Voilà. Donc, c'est ça la problématique. C'est les vaccinations, ce n'est pas un médicament comme les autres. La suivante. Alors, comment on évalue le risque? Les essais cliniques, bien sûr. Alors, la problématique spécifique, c'est que quand on fait des essais cliniques, on fait une population générale, mais on exclut les populations spécifiques. On ne fait pas les enfants en première intention. Non, on ne fait pas les enfants. On ne fait pas les femmes enceintes. Donc, il y a un certain nombre de personnes qui sont exclues de ces essais. Et on va trouver, sur 30 ou 40 000 patients volontaires, on va trouver des effets indésirables, fréquents mais bénins. Si un effet indésirable grave, on arrête. Si un effet indésirable grave dans l'essai clinique, on arrête. Le vaccin ne sort pas. On va trouver des effets avec les essais cliniques, des effets fréquents mais bénins. Après, on a l'autorisation mise sur le marché, balance bénéfice-risque. Et donc, il faut un risque proportionné. Si on est maladie qui n'est pas très grave, un risque important, on ne fait pas le vaccin, il ne sort pas. Donc, les autorités sanitaires, les autorités de santé vont accepter de faire prendre à la population un risque proportionné au bénéfice. Voilà. Risque acceptable. Et on a parfois des surprises un peu désagréables en post-commercialisation, quand on passe de 30 000 à 30 millions,
on peut effectivement trouver des effets indésirables très rares, mais graves, qui font qu'on va remettre sur le tapis la balance bénéfice-risque et que les indications, les éléments vont évoluer. On a vu ça, par exemple, avec on parlera de la Covid après, mais je voulais dire juste ça, oui. Voilà. Par exemple, le BCG, balance bénéfice-risque BCG. Il y a quelques années, le BCG n'est plus obligatoire. N'est plus obligatoire. Sauf en Île-de-France, en Guyane ou ailleurs, 5 minutes, c'est bon. Parce que ces pays-là, ces régions-là, ils voulaient absolument. Le bénéfice est évident par rapport au risque de dissémination. La Covid, on a dit, c'est qu'il y a un vaccin qui a été restreint d'utilisation parce que le bénéfice dans cette population était inférieur au risque. Donc ça évolue. Le bénéfice, ce n'est pas figé. Des marges de réduction des risques. La suivante. Alors, je vous ai mis quelques comparaisons. Pardon, la suivante. Voilà. C'est important de voir que l'allergie au vaccin, ça existe. Un accident sévère pour 100 000 à 1 million. Accident sévère de piqûre d'abeille, 1%. La pénicilline, 1 pour 10 000. Voilà. Les vaccins ont des effets indésirables. Les abeilles aussi. Et les antibiotiques aussi. Risque toxique, alors l'aluminium, bon, peut-être. Bon. Si vous mangez du chocolat, je pense que vous en mangez un peu ou beaucoup. Sachez qu'au bout d'un certain nombre d'années, vous aurez mangé 100 fois plus de chocolat, vous avez absorbé 100 fois plus de chocolat dans votre sang qu'avec les vaccins. Il y a de l'aluminium partout, dans l'eau source, dans l'eau bio, dans l'aluminium. Et on en mange, on absorbe un petit peu, mais au bout du compte, on a une quantité infiniment supérieure par alimentation qu'avec les vaccins. Risque immunologique, il faut toujours comparer les gens vaccinés ou non vaccinés. Bon, on va aller un peu plus vite parce que la suivante. Risque infectieux. Alors oui, on peut avoir des effets indésirables. Il y a quelques années, il y a un certain nombre d'années, très longtemps, les enfants qui avaient le BCG, ils avaient le bacille de la tuberculose. Les lots avaient été contaminés par le vrai bacille. C'était pas la bouche, il y avait quand même des soucis. C'était pas la souche atténuée qu'on leur administrait, c'était un vrai. Les contrôles qualité sont extrêmement importants pour les vaccins, bien plus importants que pour les médicaments. Bien plus importants. Alors, les virus, les vaccins vivants, on a obligatoirement une infection. Je vais vous montrer après. Obligatoire une infection. Risque pour reproduction et descendance, on va passer là-dessus. Voilà, ça, c'est très important. Rapport bénéfice-risque. Ça, c'est la polio. La polio en France. Moi, je suis né en 51. Donc, je sais ce que c'est que la polio. Dans chaque classe, il y a des enfants qui partaient, qui étaient à l'école, qui partaient. Certains ne revenaient pas, d'autres revenaient en boitant définitivement. Voilà. La polio. J'étais vacciné avec le vaccin oral. C'était le vaccin qui marchait pour une épidémie. Le vaccin injectable n'était pas efficace. Et donc, en France et dans le monde, on utilisait le vaccin oral, vivant, atténué, pour régler à peu près le cas de la polio dans le monde. En Afrique, il y a quelques années, ils étaient encore vaccin oral, avec donc un risque d'effet indésirable. Vous voyez, c'est un risque et une chance. On a 9 900 000, oui, j'ai bientôt fini. Donc le risque, la balance bénéfice-risque est évolutive. En Afrique, pendant des années, ils ont continué le vaccin oral, ils ne l'utilisent plus parce que le risque était supérieur aux bénéfices escomptés. La suivante. Alors, bon, voilà, l'effet imaginaire de la vaccination. Vous voyez, M. Génière qui vaccine, et les gens qui sont vaccinés, ils sont des cornes, des queues de vaches qui sortent de partout. Bon. On dit des choses sur le vaccin Covid aussi. On imagine qu'il y a des choses assez imaginaires. La suivante. Ça va aller vite. Alors, droit, obligation vaccinale, les enfants, important, les parents n'ont pas le droit de faire ce qu'ils veulent à leurs enfants. Vous savez que la fessée est interdite. Eh bien, la vaccination des enfants, c'est aussi le rôle de la société l'enfant a le droit d'être protégé. Je suis convaincu que dans quelques années, notamment aux États-Unis, des enfants porteront plainte contre leurs parents parce qu'ils ont une maladie qui aurait pu prévenir par la vaccination qui n'a pas été faite. On va faire ça, c'est sûr. C'est sûr. Domaine de santé publique. Alors, code de santé publique, le droit à la santé, voilà. Les cadres vaccinaux, les obligations sont conformes au droit de santé et la Commission européenne des droits de l'homme a effectivement considéré que le droit au respect de la vie privée était en retrait par rapport à la protection des droits d'autrui et notamment protection. Donc, vous voyez, là, on va arriver sur liberté. Continuons. Vous voyez, j'accélère. Continuons. C'est fini. Allez, on y va. Donc, l'extension, OK. Donc, l'obligation vaccinale, c'est une sécurité pour nos nourrissons. C'est bon, ne vous inquiétez pas. Voilà, l'obligation vaccinale n'est pas figée, je l'ai dit. Suivante. Alors, vaccination pour la santé, je pense que ce sera un débat, à l'occasion d'un débat. Voilà. Je mettrai seulement 2 mots. Responsabilité, mission à l'égard d'autrui,
je mettrai devoir de protection de la santé, des bonnes pratiques, l'exemplarité, exigence éthique. On en discutera. Encore 2 ou 3 diapos, c'est fini pratiquement. Les personnes âgées, priorité. L'Inde, qui est dans une période pas possible, n'a pas priorisé les personnes âgées. L'Inde est un producteur de vaccins. Ils n'ont pas vacciné les personnes âgées. Et d'ailleurs, ils ont vendu des vaccins à d'autres pays. Ils ont vacciné quelques pourcents de la population. Consentement libre, on en parlera peut-être sur qu'est-ce que c'est que le consentement libre. La suivante. Alors, c'est quoi ça? C'est les enfants, voilà. Les enfants, le comité d'éthique, on va dire, il est réservé, il est prudent, et je partage aussi cette prudence. Je vais dire un mot sur l'information claire et adaptée à cette tranche d'âge. J'ai vacciné un certain nombre d'enfants, même beaucoup. Les enfants, ils sont d'accord, les parents sont d'accord, ils n'ont aucune idée de ce qu'on leur fait, aucune idée. Je leur demande qu'est-ce qu'on t'injecte, un produit, un vaccin, qu'est-ce que c'est un vaccin? Ils ne savent pas. Il y a un vrai problème, parce que l'information adaptée, il faut quelques minutes. Alors après, ils savent, mais bon, je ne suis pas sûr que tous savent. En tout cas, avant, ils ne savent pas. Même si les parents aussi, et tout le monde a signé, mais libre et éclairé, ce n'est pas le cas. J'ai bientôt fini, la suivante. Ok, bon, ça c'est Voltaire, c'est pour dire, les Anglais et les Européens, les Anglais variolisaient, et les Européens disaient c'est des fous et des enragés, parce que on donnait on fait varioliser, et les Anglais disaient les Européens sont des lâches parce qu'ils ne veulent pas varioliser. Vous savez que la variole, c'est 20% de mortalité, et la variolisation, c'est 1%. Donc, vous voyez, après 2 diapos amusantes, enfin amusantes, peu importe, les suivantes, voilà. Ça, c'est Le Petit Prince. Il y a quelques mois, on attendait le vaccin, comme le Messie. C'était pas dessine-moi un mouton, dessine-moi un vaccin. Et la suivante, le vaccin, c'est aussi la liberté retrouvée, notamment la liberté de retrouver le sourire, notamment des enfants. Je vous remercie. Combien? J'ai bouffé combien? 30 minutes. 30 minutes. Merci Jean Sarlang d'avoir presque tenu l'horaire et surtout de nous avoir donné cette information aussi complète, je dirais, sur le plan scientifique, médical, que nous avoir donné un peu la dimension déjà éthique du vaccin et des problèmes qui se posent par rapport à la vaccination. Sur un plan plus personnel, je dirais que vous m'avez beaucoup rassuré parce que sur l'innocuité de l'aluminium, parce que avec tout le chocolat que j'ai mangé depuis mon tout jeune âge, je n'ai pas le sentiment que l'aluminium, je me trompe peut-être, me fait le moindre mal, donc je me sens un peu plus tranquille. Alors, Barbara Stiegler, donc maintenant ça va être à vous. Vous êtes philosophe, vous êtes professeur de philosophie à l'université Bordeaux-Montaigne et vous vous êtes fait connaître entre autres par votre ouvrage paru en 2018 ou 2019, Il faut s'adapter, dans lequel vous démontez les fondements de ce que vous caractérisez comme la pratique néolibérale assise sur le règne des experts. On vous doit également, plus récemment, la parution d'un petit livre dans la collection Tracts de Gallimard, petit livre intitulé « De la démocratie en pandémie », petit ouvrage très incisif sur l'épidémie de Covid-19 et de ce qu'elle révèle, de ce qu'elle dit, selon vous, sur l'état de nos sociétés et de nos systèmes de soins. Alors maintenant, après donc Jean Sarlang, j'aimerais qu'à la lumière de votre approche philosophique, vous nous disiez ce que vous pensez du vaccin et quelle est votre réflexion sur le vaccin sous le double rapport donc sous le double angle du rapport au savoir, l'épistémologie, et du rapport au pouvoir, le politique. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous d'être là. Merci beaucoup à l'ERENA de cette invitation. Cette conversation qu'on va avoir est nécessaire et c'est courageux d'organiser, je trouve, en vrai, cette conversation aujourd'hui parce que c'est à la fois un sujet central et c'est un sujet qui est progressivement devenu un totem et un tabou sur lequel il devient très difficile de parler et d'échanger
arguments contradictoires. Donc je remercie vraiment très sincèrement l'ERENA d'avoir sollicité ce moment. Je voudrais aussi remercier les intervenants et les étudiants du Master Soins éthiques et santé. Certains sont ici présents. Bien sûr, mon intervention sera faite en mon nom propre, mais elle leur doit beaucoup, puisque cette discussion sur le vaccin, on l'a depuis le début de la crise liée au Covid-19. Et on en a évidemment beaucoup parlé dans les années précédentes. Je voudrais remercier tout particulièrement mes collègues de l'ISPED, l'Institut de santé publique, d'épidémiologie et de développement, et en particulier François Alla, qui n'est pas là ce soir, mais que je salue et qui m'a beaucoup aidé à construire cette intervention. J'estime que j'ai beaucoup de chance. J'ai la chance d'avoir, dans le champ de la santé, des étudiants, des collègues éclairés autour de moi, capables encore de pensée critique, d'interrogation, vertu devenue très rare depuis le début de cette crise sanitaire, ou en tout cas une vertu qu'on ne voit plus, qui est invisibilisée par la mise en scène du débat public sur les grands médias. Crise sanitaire qui est aussi à mes yeux une crise de la science et une crise de la rationalité plus généralement. Alors je voudrais aborder cette question en 3 moments. D'abord, vous brosser une histoire très rapide de la notion de bénéfice-risque qui nous obligera à réfléchir un peu sur le sens de l'utilitarisme, ce qu'est l'utilitarisme. Un deuxième moment sera centré sur le nouveau libéralisme dans lequel nous vivons aujourd'hui, que je n'hésite pas à qualifier d'autoritaire, et qui effectivement fait du vaccin à la fois un totem et un tabou. Et puis le troisième moment sera plus spécifiquement centré sur la fabrication du consentement par des techniques manipulatoires. Et j'essaierai de montrer que c'est ce qui se produit en ce moment, c'est mon point de vue, pour la vaccination des plus jeunes contre le Covid-19. Et j'estime qu'il y a une responsabilité historique des universités et plus généralement des institutions de savoir dans ce nouveau mode de gouvernement. Donc je finirai par un appel à l'attention de mes collègues. Alors première partie, donc une histoire rapide de la notion de bénéfice-risque, 2 voies pour l'utilitarisme et au milieu de tout ça, l'oubli de la démocratie. Le calcul bénéfice-risque est, comme vous le savez peut-être, une catégorie dominante en santé depuis très longtemps. Et c'est une expression trompeuse qui suggère une exactitude mathématique, arithmétique. En réalité, ce calcul est bien plus une évaluation, une estimation, un jugement de valeur. Il ne s'agit pas de mathématiques, même si les outils mathématiques peuvent être mobilisés pour l'aide à la décision, ce qui est très différent. Il vaut mieux parler effectivement de balance bénéfice-risque. L'image de la balance est une expression beaucoup plus rigoureuse. L'utilitarisme, effectivement, est le cadre intellectuel, la tradition qui a finalement alimenté cette notion de balance bénéfice-risque, avec l'utile et le nuisible, donc, qui correspondent dans les cadres intellectuels de l'utilitarisme au plaisir d'un côté et aux peines de l'autre. Cela renvoie donc à une appréciation éminemment subjective et non nécessairement universelle. C'est tous les problèmes épistémologiques liés à l'utilitarisme. Exemple, on peut par exemple parfaitement tolérer le risque produit pour soi-même par une conduite déviante, par exemple boire, fumer, etc., des conduites qui peuvent être considérées comme déviantes. On peut assumer ce risque parce qu'on est en train de faire quelque chose qui relève d'une conduite un petit peu transgressive. On peut, en revanche, la même personne ne pas l'accepter s'il s'agit d'un médicament ou d'un vaccin censé soigner. Donc tout ça est extrêmement compliqué à évaluer. La question est de savoir qui est légitime pour produire ce jugement de valeur. Quelle est, au fond, l'instance normative? Ça peut être le sujet lui-même, le patient ou le sujet sain. Ça peut être le médecin, ça peut être les soignants assemblés en collège de décision, ça peut être les autorités sanitaires, ça peut être les gouvernants, les représentants des citoyens ou les citoyens eux-mêmes. Bref, il est extrêmement compliqué de savoir qui est légitime pour trancher dans ce qu'on pourrait appeler la normativité en santé.
Cette balance donc bénéfice-risque est donc un couple de catégories qui renvoie à la grande tradition intellectuelle, je vous l'ai dit, de l'utilitarisme qui remonte au XVIIIe siècle et qui s'est imposée dans les politiques publiques tout au long du XIXe siècle. Les grands noms, c'est, pour aller vite, Beccaria, Jeremy Bentham, Mill, père et fils, James Mill, John Stuart Mill. Le critère étant, au départ, un critère sensualiste, quelque part. Le plaisir et la douleur, la balance peine-plaisir, même si c'est en réalité beaucoup plus compliqué que ça. On a deux voies dans cette tradition, pardonnez-moi, je vais très vite. La voie libérale, qui est celle de l'homo economicus, l'homme économique, comme machine à calculer, machine à optimiser, machine à maximiser son plaisir, ce qui va être traduit dans la science économique par les avantages ou les coûts-bénéfices. Jeremy Bentham veut refonder la morale et la politique sur ce ressort, donc du calcul, comme on appellera ensuite du calcul bénéfice-risque, c'est-à-dire en fait d'un calcul des plaisirs et des peines, et c'est ce qu'on va très légitimement classer dans des morales de type conséquentialiste, puisqu'on le point d'arrivée, les conséquences sont finalement le ressort de la décision, ou téléologique, le télos, le but, est finalement ce qui guide la décision. Et non donc des éthiques ou des morales de type déontologique qui nous disent ce qu'il faut, en grec, déontologique, déon, ça renvoie à ce qu'il faut, faire indépendamment des conséquences. Et là, c'est la tradition, évidemment, des droits de la personne, par exemple, des droits de l'homme que Jeremy Bentham dénonce comme des fictions de la raison. Donc on a, c'est bien connu, ces deux grandes oppositions entre morale conséquentialiste, morale déontologique, et l'utilitarisme et le calcul bénéfice-risque se situent du côté donc du conséquentialisme. La réalité est en fait très différente puisque cette voie, la voie des droits de l'homme, du respect des droits de la personne, a été historiquement tout à fait compatible avec la voie utilitariste de l'homo economicus. Même si ce sont deux traditions qui se sont posées toujours comme antagonistes. Et c'est ce qui illustre parfaitement le dispositif du consentement éclairé du patient, qui synthétise très bien ces deux approches. Le consentement éclairé du patient suppose que finalement le sujet soit... on respecte l'autonomie du sujet et de sa décision, quelles que soient les conséquences. Donc ça, c'est l'autonomie, ça renvoie aux lumières. Et en même temps, on est toujours en train d'informer ce consentement en parlant de calcul bénéfice-risque au sujet ou au patient, ce qui permet de conjuguer finalement le libéralisme économique, utilitariste, et le libéralisme politique du respect des droits. Donc en fait, tout ça cohabite parfaitement paisiblement. Il n'y a pas tant de tension que ça, malgré la crise, si vous voulez, le conflit sans cesse remis sur le tapis par Jeremy Bentham en son temps, fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle. En réalité, ça s'est parfaitement bien articulé. Cette voie, ça a été la voie dans laquelle nous baignions jusqu'à l'année dernière, à peu près partout dans le monde. Il y a, depuis un an, l'apparition d'un basculement qui est en fait antérieur pour une voie tout à fait différente de l'utilitarisme que j'appellerais autoritaire. Elle est déjà très forte chez Bentham et dans les premières formes de politique de santé publique, et c'est d'ailleurs tout le sens, on n'a pas le temps d'en parler, mais des critiques de Michel Foucault dans Surveiller et punir contre Bentham, contre son panoptique, qui explique à quoi on a affaire, à des disciplines extrêmement contraignantes, ce qu'il appelle à l'époque les biopouvoirs. Mais au fond, que fait Bentham? Il dit, après avoir dit la machine à calculer, il dit qu'elle fonctionne mal, cette machine à calculer, et qu'il faut la conditionner par la pénalité, c'est-à-dire par un législateur, un gouvernement qui met en place des peines qui vont permettre à la machine à calculer de bien calculer ses coûts et ses bénéfices, ou dans le langage de Bentham, ses plaisirs et ses peines. Chez Bentham, il y a certes une référence à la démocratie. Bentham se dit démocrate, mais il s'agit en fait du modèle du gouvernement représentatif, qui n'a rien de démocratique, puisque ce sont les gouvernants qui définissent l'utile et certainement pas les gouvernés qui donc se soumettent à la définition de l'utile par la pénalité qui a été décrétée de manière parfaitement autoritaire, même s'il y a un contrôle des représentants régulier quant à leur honnêteté, etc. Alors, cette voie est de plus en plus influente aujourd'hui, au point de remettre en cause la voie libérale qui était jusque-là la voie dominante. On l'a vu d'ailleurs dans les médias où les grands chroniqueurs très libéraux étaient particulièrement mal à l'aise avec la gestion de l'épidémie. On les sentait un peu marginalisés, alors que d'habitude, ils avaient évidemment voix au chapitre sur tous les sujets.
On a un exemple spectaculaire de ce glissement avec le vaccin. Certains parlent de changement de paradigme. Changement sur lequel s'affrontent aujourd'hui, mais de manière extrêmement discrète. Il y a un grand silence des médias, à mon avis parfaitement coupable. Par exemple, la Haute Autorité de Santé, la HAS, et le CCNE, le Comité Consultatif National d'Éthique, qui ne sont absolument pas d'accord, mais alors absolument pas sur la décision quant à l'extension de la vaccination aux plus jeunes. La balance bénéfice-risque n'est plus pensée pour le sujet concerné, mais elle est pensée à l'échelle collective. Et elle n'est plus sanitaire, ce qu'elle devait être normalement dans tous les grands principes éthiques et juridiques qui se sont imposés depuis Nuremberg. Elle n'est plus sanitaire, elle est conditionnée par les sanctions du gouvernement. On a donc cet argument que si on veut éviter les mesures, finalement, qui sont aussi des mesures de police, qui nous obligent à rester chez nous, qui nous empêchent d'ouvrir les écoles, etc., etc., eh bien, il va falloir se vacciner. Donc là, on a subrepticement, on a un glissement qui pose véritablement question. Voici une déclaration assez impressionnante d'Alain Fischer, vous savez que c'est le responsable de la question des vaccins au gouvernement, dans Le Monde, qui dit ceci: « Pour les adolescents qui ont un risque sanitaire minime face au Covid-19, il y a un bénéfice individuel au sens social et psychologique, car ils paient un trop lourd tribut à la pandémie, avec des décrochages scolaires et des impacts psychologiques très lourds pour les jeunes privés de collège ou de lycée. » Il faut que vous rendiez compte quand même que là, on modifie entièrement les règles du jeu de l'évaluation du bénéfice-risque en santé. Normalement, le bénéfice doit être sanitaire, le risque est sanitaire. Si le bénéfice est conditionné par les gouvernants eux-mêmes qui fixent les règles du jeu, à ce moment-là, vous comprenez bien qu'on modifie entièrement les données du prétendu calcul. Et c'est exactement ce que fait Bentham dès le départ, en transformant l'appréciation du plaisir et des peines par les sujets eux-mêmes à travers un système de pénalité qui conditionne en fait leur choix. Alors, j'entre dans le deuxième moment de mon intervention pour essayer d'expliquer ce glissement de la voie libérale qui comporte, moi ça fait une quinzaine d'années que je fais un séminaire sur notamment le consentement éclairé du patient et que je pointe toutes les insuffisances de cette voie libérale du consentement éclairé du patient, de l'homo economicus, de la référence aux droits fondamentaux et du mix, du cocktail ou de l'hybridation des deux comme quelque chose de très insatisfaisant. Mais là, ce qui est très intéressant pour moi historiquement, c'est qu'on abandonne brutalement cet hybride insatisfaisant pour proposer tout autre chose. Donc un changement de paradigme, comme certains sont en train de le reconnaître. Comment expliquer ce glissement de la voie libérale à la voie autoritaire dans une société qui est pourtant plus que jamais libérale? Alors je pense que ça s'explique très bien par la généalogie du néolibéralisme qu'un certain nombre de chercheurs avec lesquels j'interagis et j'échange, propose depuis quelques années, d'ailleurs dans le sillage du même Foucault. Le bénéfice du plus grand nombre ne peut pas être calculé par les individus, nous dit-on, car ils ont des biais. Les comportements des populations sont par principe irrationnels. Tout ceci renvoie à une psychologie évolutionniste, c'est ce que j'ai montré qui est en fait une pseudo-science, c'est ce que j'ai montré dans Il faut s'adapter, où ce nouveau libéralisme qui postule l'irrationalité des populations et du démos, qui est censé être l'instance de pouvoir de la démocratie, s'appuie sur des spéculations de la psychologie évolutionniste. L'idée, c'est qu'on aurait des manières de fonctionner qui étaient adaptées à l'époque dans des temps préhistoriques, mais qui aujourd'hui ne le sont plus, et que par conséquent, on est rempli de biais. Notre cerveau est en quelque sorte handicapé sur le plan cognitif, et donc il faut éclairer les décisions par en haut, par ceux qui sont dans la science, dans le savoir, dans le pouvoir et aux responsabilités. Le biais fondamental pour toute cette littérature de ce nouveau libéralisme qui émerge dans les années 30, c'est le refus du nouveau, c'est le refus de l'innovation, et qui petit à petit va être identifié au refus de la science. On va confondre l'innovation et la science. Donc on va prêter aux populations une allergie au nouveau et à l'innovation, et donc au savoir.
Il ne faut donc pas recueillir ou éclairer le consentement, comme l'exigeaient les textes hérités de Nuremberg dans le sillage des Lumières, mais le fabriquer, en décidant de l'utile et du nuisible à la place des populations et en leur imposant l'adhésion par tout un arsenal d'artifices. L'artifice de l'éducation, qui devient en fait, au fond, toute éducation devient une éducation à l'acceptation du risque lié à l'innovation. Ça, c'est vraiment très, très puissant. Et puis aussi la culture, au sens de la culture de masse, utiliser les médias de masse pour conditionner l'acceptation ou l'acceptabilité. Et bien sûr, le droit, on l'a vu tout à l'heure, utiliser les règles du jeu. Le droit devient un ensemble de règles du jeu pour conditionner par la pénalité les choix des individus en termes d'utile et de nuisible. Alors ça débouche sur un virage dans l'économie, qui n'est plus du tout une économie de l'homo economicus, qui prête une grande rationalité au sujet individuel, mais une économie comportementale qui va mettre en place toute une ingénierie sociale pour transformer les comportements, les jugements, les estimations de valeur des individus et surtout des populations. Bien sûr, le nudge, on en reparlera peut-être tout à l'heure, comme technique manipulatoire tout à fait aujourd'hui reconnue comme telle et assumée comme telle par les gouvernants. Alors c'est cette voie qui triomphe aujourd'hui, je trouve, dans la politique vaccinale et je m'en inquiète énormément. Je vais tâcher de démontrer ce point donc en prenant l'exemple de la vaccination des plus jeunes. La disqualification d'abord de l'hésitation vaccinale comme signe de complotisme. Ça, c'est quelque chose d'absolument massif. Dès que quelqu'un émet un doute par rapport au vaccin, le soupçon est tout de suite en place de complotisme, de remise en cause des sachants, des experts, des savants, donc de l'innovation, donc de la science. Là-dessus, je voudrais vous renvoyer à un article qui vient de sortir dans le Lancet, où a contribué justement François Alla, dont je parlais tout à l'heure, qui établit très clairement, c'est un article international, qui établit très clairement que l'hésitation vaccinale est le plus souvent très largement motivée par des raisons. Des raisons, donc c'est motivé rationnellement, c'est-à-dire que les gens hésitent en raisonnant. Nous avons, d'après les données dont on dispose, en ce moment, peut-être 5 ou 10% de personnes qu'on peut classer dans la catégorie d'antivax, c'est-à-dire de gens qui se réfèrent à un refus par principe de toute forme de vaccin sur la base d'arguments parfaitement irrationnels. Et nous avons aussi, c'est dur à chiffrer parce qu'il y a moins d'études sur cette catégorie, toute une série de pro-vax qui considèrent que le vaccin, c'est forcément très bien, que par définition, il faut le promouvoir, quelles que soient les circonstances. Mais l'immense majorité des populations, dans les pays où la question commence à être étudiée, elle se pose des questions de manière tout à fait rationnelle. Donc on a une mise en scène d'une irrationalité des populations qui fait question. Et le fait de se poser des questions sur une recommandation vaccinale aujourd'hui, c'est la raison même qui le dicte. Il suffit de regarder un historique extrêmement récent. Voyons déjà comment Pfizer annonce ses résultats. Pfizer annonce ses résultats en contrevenant à toutes les règles qui s'imposent en science et en tweetant finalement ses résultats. Donc c'est sur Twitter qu'on apprend qu'il y a 90% de succès pour le vaccin. Vous devez vous souvenir de ce point-là. C'est quand même un véritable problème puisque faire cela, c'est immédiatement entrer dans une politique non seulement de marketing, mais une politique qui a un impact financier, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'à partir du moment où Pfizer a envoyé ce tweet, qui encore une fois transgresse toutes les règles d'une science effectuée correctement, les actions de Pfizer ont évidemment flambé et les bénéfices ont été absolument faramineux. Comme l'a dit très bien Richard Horton, l'éditorialiste du Lancet, quand il a vu ce tweet, il a lui-même tweeté en retour, si ça commence comme ça commence extrêmement mal, le vaccin sur le Covid. Alors, on a ensuite, après en réalité, pas ensuite, ensuite, on a eu quand même ce qui s'est passé avec Israël, qui est quand même très problématique dans la mesure où on a une expérience in vivo, en fait, à taille, un laboratoire en fait humain, qui s'est mis en place pour notre plus grand confort à nous, les autres pays, où il a suffi d'attendre de voir ce qui se passait, pour observer un petit peu, avec une sorte de deal un peu compliqué, puisque le pays qui faisait ça allait avoir plus de doses, etc. etc. Donc,
Donc on a toute une série de choses qui contreviennent aux règles éthiques et scientifiques minimales qui normalement doivent être respectées. On a également une accélération de toutes les procédures. Alors, on reste dans les limites du droit, c'est vrai, mais on a toutes sortes de transgressions. Par exemple, pour les mineurs, les échantillons dont on dispose aujourd'hui sont extrêmement bas. On est sur 2000 individus, ce qui normalement ne permet absolument pas de tirer des conclusions rassurantes. Donc, les procédures accélérées sont réservées normalement aux traitements compassionnels. Les traitements compassionnels, c'est quand vous n'avez plus aucun autre espoir, donc vous prenez des risques avec le patient. Là, on prend des risques avec des sujets sains et on utilise des procédures accélérées pour normalement des cas où c'est permis en situation dite compassionnelle. D'autre part, avec le fait que nous ayons des vaccins à ARN messager, nous avons donc des vaccins qui comportent une innovation majeure. Probablement, espérons-le, formidable, pleine de progrès, mais en fait, on ne sait pas. Hein. Donc, forcément, ça brouille la question. Ça n'est pas un vaccin traditionnel. Donc, le fait que les populations ou les individus se posent des questions sur quelque chose qui est tout à fait nouveau est quelque chose qui est absolument fondé en raison. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on transforme cette hésitation rationnelle, cette prudence minimum exigée par la raison, en complotisme irrationnel. C'est ça l'opération que l'on voit orchestrée en permanence, notamment sur les médias, mais malheureusement pas seulement sur les médias. Alors, je ne parle même pas des conflits d'intérêts monumentaux dans les sciences de la vie et de la santé, qui en arrivent à contribuer très largement à ce qu'on appelle aujourd'hui la mauvaise science. La question de la mauvaise science, c'est une question centrale dans les revues de sciences, qui font des séries d'articles sur ce problème de la mauvaise science. Donc, on a effectivement là tous les ingrédients pour que les gens rationnels, raisonnables, prudents se posent des questions face aux nouveaux produits qu'on nous propose. Et puis, il y a quelque chose dont on parle très peu, qui est le précédent H1N1. Il ne faut quand même pas oublier qu'en France, on a eu une recommandation vaccinale extrêmement sûre d'elle-même, hein, qui nous a expliqué qu'il fallait tous s'injecter ce vaccin contre H1N1, et qu'en réalité, c'était une erreur. C'est au même moment qu'on a que la politique de santé publique est devenue en fait l'affaire de l'État, voire de l'armée, avec des vaccinodromes, etc., et que ça a échappé au corps médical. Donc, on a là une nouvelle raison de se poser des questions quand des gouvernants qui ont pu être là au même moment nous expliquent ce qu'il faut faire. Sans parler de la série de scandales sanitaires auxquels Bernard Broustet faisait très justement allusion pour commencer, pour expliquer les raisons d'un questionnement. Alors, au même moment, on a quelqu'un comme Jocelyn Rode, chercheur en psychologie sociale qui enseigne à l'école de Rennes où on forme les directeurs d'hôpitaux et les cadres supérieurs, sur les infirmiers, les soignants qui seraient moins équipés intellectuellement et qui, pour cette raison même, seraient plus hésitants. Donc, on a un ratio. Plus on est diplômé, plus on a fait d'études, plus on est proche du savoir, moins on se pose de questions, plus on est finalement, moins on est diplômé, plus on se pose des questions. Ce qui est quand même une inversion assez redoutable des fondements sur lesquels, normalement, nous nous étions mis à peu près tous d'accord, à savoir les Lumières. Hein, le fameux début de la première page de « Qu'est-ce que les Lumières » de Kant, hein, ose te servir de ton propre entendement. Bon. C'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. La défiance, puisque c'est le terme à la mode, a donc des raisons, mais elle est sans cesse renvoyée à des dispositions irrationnelles de la population, dont le prétendu rejet de la science et du savoir est en quelque sorte naturalisé. C'est un schème typique du néolibéralisme, profondément ancré, je trouve, chez les plus diplômés. Hein, plus les gens sont diplômés, plus ils adhèrent à cette idée que les populations, le démos, finalement, c'est une espèce de foule irrationnelle qui a horreur de la science. Et petit à petit, on a une république qui se délite entre, d'un côté, les diplômés, hein, ceux qui sont près du discours qu'il est convenu d'observer, et puis, en face, ceux qui seraient forcément des adversaires quant à la question du savoir. À mes yeux, ceci est en train de détruire les conditions de possibilité d'une unité politique ou d'une république, avec largement autant de violence que les inégalités économiques. C'est ce que j'appelle les inégalités épistémiques, mais qui ne sont pas exactement, comme vous l'avez compris, exactement ce qu'on croit. Hein. Et c'est ainsi que, du même coup, une partie des classes dirigeantes
ou une partie des classes savantes bâtit les conditions d'une sécession de type ami-ennemi. Ami-ennemi, c'est Carl Schmitt, le juriste nazi, qui a posé l'idée que la politique est fondée sur la dichotomie ami-ennemi, ce qui a été repris par les populistes de gauche que sont Ernesto Laclau et Chantal Mouffe, hein, donc analyse que j'ai toujours trouvée extrêmement fausse et dangereuse, et qui, à mes yeux aujourd'hui, est en train de faire moins de ravages qu'auparavant dans les gauches dites radicales, mais qui, par contre, s'est complètement imposée ailleurs. Hein. Par exemple, la manière dont Emmanuel Macron pose les questions sur toute cette crise est tout à fait de ce type. Vous avez les amis et les ennemis. D'ailleurs, sa campagne était fondée là-dessus. Hein. Vous avez les amis, ceux qui sont du côté de la mondialisation, et puis les adversaires sont forcément les ennemis. Hein. C'est forcément l'extrême droite. Voilà. Donc, on a une structure comme ça, et le vaccin est en train de devenir, depuis longtemps, hein, pas seulement depuis le 17 mars, est en train de devenir une espèce de totem et donc aussi de tabou qui permet de camper ce clivage destructeur. C'est le clivage donc anti-vax, pro-vax, qui peut préparer des phénomènes analogues à ceux qu'on observe aux États-Unis aujourd'hui, où plus aucun espace de rationalité partagé ne semble subsister. Chaque camp s'enferrant dans un rapport irrationnel et complètement superstitieux en réalité à la question, avec un retour de la pensée magique dans les deux cas. Alors, j'en viens à mon exemple, fabriquer le consentement par des techniques manipulatoires, l'exemple de la vaccination des plus jeunes. Je pense qu'il est essentiel de penser face à tout pharmacone, face à tout remède, face à tout produit de santé. Vous savez qu'en grec, c'est Jacques Derrida qui a fait un très beau texte là-dessus, qui s'appelle La pharmacie de Platon. En grec, pharmacone, ça veut dire à la fois remède et poison. Et donc, on doit toujours avoir un rapport prudent à toute forme de remède qui est toujours potentiellement un poison, et donc un rapport critique, un rapport raisonné, un rapport, en l'occurrence là, il faudrait avoir un rapport rationnel au vaccin, et c'est ce qui devient très difficile. Le vaccin n'est qu'un outil avec ses limites et ses forces dans un vaste arsenal thérapeutique, et non la solution miracle et universelle qui nous a été vendue dès le départ. En général, d'ailleurs, il n'y a pas, ça peut arriver, mais il n'y a pas en général de panacée en santé. Donc, face à une crise sanitaire, ce qu'on doit de faire, c'est de déployer un arsenal thérapeutique extrêmement varié, qui dépend du contexte, qui dépend des populations, qui dépend de l'évolution de la situation. Et c'est donc en termes d'arsenal thérapeutique qu'il faut penser. Et c'est précisément l'inverse de la transformation du vaccin en messie ou en totem, ce que malheureusement ont fait les pouvoirs publics. Alors, je vais vous donner un témoignage. Je suis dans un département de philosophie. La plupart des philosophes avec lesquels je travaille ne connaissent rien à la question des vaccins. Moi-même, je suis absolument pas experte de la question, mais la plupart de mes collègues encore moins. Et puis, je suis dans une UFR Humanité dont la direction ne connaît pas grand-chose, sauf erreur de ma part, à la question des vaccins. Et puis, présidée par une équipe présidentielle qui n'est nullement experte dans ces questions. Eh bien, nous avons le droit régulièrement à des petits messages nous expliquant que l'unique voie pour nous sortir de la crise, c'est la vaccination de tout le personnel de l'université et de tous les étudiants. Mais au nom de quoi un professeur de littérature, un professeur d'anglais, un professeur de philosophie peut-il se permettre de m'asséner au nom du fait qu'il est responsable une solution qu'il aurait trouvée, qui serait celle du vaccin? Au nom de quoi? C'est quand même assez compliqué de subir ce genre de message quand par ailleurs on sait par les milieux de santé avec lesquels on travaille qu'en réalité c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je conclurai en listant quand même quelques difficultés. Les limites du vaccin, on les connaît pour le Covid-19. Contagiosité sous vaccin, elle subsiste. Le clip gouvernemental totalement irrationnel sur la grand-mère, j'espère que vous l'avez vu, sinon voyez-le, sur la grand-mère qui se jette sur ses petits-enfants et qui se conclut donc, grand-mère vaccinée qui peut enfin embrasser ses enfants parce qu'elle est vaccinée, et qui se conclut donc par ce message, pour le moment, même vaccinés, continuons à appliquer les gestes barrières et à porter le masque. Ce clip est extraordinaire. Je remercie beaucoup François Alla de me l'avoir fait visionner. Il est merveilleux parce que là, nous avons une injonction contradictoire dans toute sa splendeur. Tout est bordé, on se borde sur le plan
juridique, si jamais il y avait des recours, puisqu'on a mis ce petit message. On raconte n'importe quoi aux gens en même temps. Enfin, c'est assez extraordinaire. Bien sûr, on le sait, pour l'instant, les vaccins sont en grande difficulté sur les immunodéprimés. Donc les immunodéprimés, pour l'instant, on en est à parler d'une 3e dose, mais c'est quand même très compliqué. Donc ça veut dire que quand on est vacciné, moi je le sais, je vois autour de moi, beaucoup de gens vaccinés se croient absolument sécurisés et sécurisants, alors qu'ils sont en train potentiellement de contaminer des gens immunodéprimés. Donc on délivre des messages qui sont factuellement faux. Bien sûr, il y a le contexte de la mondialisation. Et là, on voit là dans la presse tous les jours les ravages, avec l'exemple de l'Angleterre qui, pour des raisons diplomatiques, n'a pas voulu bloquer ses échanges avec l'Inde et qui se retrouve avec un variant Delta venu d'Inde qui passe à travers les mailles de la vaccination. On est donc là en pleine contradiction puisque normalement, c'était le pays modèle qui était parvenu à tout juguler. Alors, on a cet article du Monde du 3 juin dernier, quand même, que je voudrais vous lire comme exemple de malhonnêteté intellectuelle. Et c'est bon, je lis Le Monde et je me fais mal, je lis Le Monde et Libération tous les jours. C'est abominable le tissu de mensonges qui quand même sont distillés dans ces presses qui sont censées normalement animer un débat public de manière rationnelle. Enfin se pose un problème éthique, nous dit-on, que l'Organisation mondiale de la santé a récemment soulevé. Peut-on décemment vacciner les adolescents des pays riches qui courent peu de dangers quand tant de personnes à risque restent sans protection dans les pays pauvres? Ça, c'est la question que pose l'OMS, relatée par Le Monde. Pour la HAS, l'obtention d'une couverture mondiale doit être une priorité. Mais, conclusion du Monde, les modélisations épidémiologiques qui montrent que si les adolescents, les jeunes, les plus jeunes, pourquoi pas les enfants ne sont pas vaccinés, etc., et les conséquences psychosociales de la pandémie, non pas de la pandémie, des mesures imposées par le gouvernement qui ne s'occupe pas de mettre en place des aérateurs, etc., distinguons bien les choses, chez les adolescents, invite à dépasser ces contradictions morales. C'est aberrant, c'est pas moral, c'est une question de sanitaire. C'est-à-dire que si vous avez des variants qui entrent en permanence dans des pays dans lesquels le virus circule sans cesse, on ne s'en sortira jamais. Donc ce n'est pas une question morale, c'est une question sanitaire. Et donc, on transforme une question sanitaire grave en une question morale, une sorte d'atermoiement d'humanisme, si vous voulez, de considération humanitaire, et on conclut comme ceci, Paris vaut bien une messe. Donc, sous-entendu, il vaut mieux sacrifier les pays pauvres, sacrifier aussi d'ailleurs les jeunes pour lesquels on ne sait pas très bien où on va, mais comme ça leur permettra de reprendre une vie normale et d'aller à l'école et à l'université. Et ceci est complètement délirant. Enfin, c'est un ensemble de raisonnements qui, je ne sais pas, dans des standards universitaires, seraient immédiatement sanctionnés. C'est mensonge prolifique. Alors, je n'ai pas le temps malheureusement de vous dire que le CCNE, le Comité consultatif national d'éthique, je n'ai pas le temps de vous détailler l'avis très intéressant qu'il a rendu et qui montre bien que la conclusion du CCNE, c'est qu'il est hors de question de vacciner les enfants parce qu'en fait, il y a des risques considérables qu'on ne connaît pas. Les bénéfices sont... Voilà. Le CCNE ne le dit pas aussi frontalement, mais ils sont extrêmement réservés pour la vaccination des 12-18 ans. Et ils rêvent d'une autre solution parce qu'ils considèrent qu'en fait, c'est pas très sérieux. Et en réalité, si on extrapole, eh bien moi, j'ai devant moi, à l'université, des gens qui n'ont certes souvent plus de 18 ans, mais parfois moins. Et puis, en général, s'ils n'ont pas moins de 18 ans, ils ont 18, 19, 20 ans. Donc, en réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Que les milieux académiques auxquels j'appartiens se refusent à poser la moindre question sur la vaccination des étudiants, préconisent ça comme une évidence, sans même regarder la littérature, sans même regarder l'avis du CCNE, sans même se poser la moindre question. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que mon milieu est un milieu dorénavant clairement aux ordres, qui considère dont l'obsession est de ne pas apparaître anti-vax, de ne pas apparaître complotiste, de ne pas apparaître gilet jaune, de ne pas apparaître en fait du mauvais côté,
hein, et qui va immédiatement adhérer, sans même savoir, sans même les précautions minimales qu'on attend d'une profession intellectuelle, qui va adhérer aux dernières recommandations d'Olivier Véran, même si elle viole les recommandations, enfin elle viole, c'est un grand mot parce que les avis du Comité consultatif national d'éthique ne sont que consultatifs, mais même s'il s'assoit allègrement sur les avis du CCNE, qui a d'ailleurs été, il faut le dire pour finir, extrêmement violenté et méprisé pendant un an, et ceci par notamment la faute de son président, Delfrécy, qui s'est permis de devenir conseiller du prince tout en restant président du CCNE et en redevenant aujourd'hui président du CCNE, ce qui montre en fait des conflits d'intérêts absolument effrayants. Donc tout ceci pour dire que contre les deux voies utilitaristes que j'ai rejetées l'une et l'autre finalement, mais en préférant quand même celle d'avant à la nouvelle autoritaire, eh bien il y aurait une autre voie qui serait une voie véritablement démocratique, dans laquelle on ait le droit de tous discuter ensemble de l'utilité commune d'une mesure sanitaire et malheureusement on en est très loin. Voilà, donc un appel à ce que ce genre de soirée se réitère un peu partout enfin. Voilà, merci. Donc Jean Sarland voudrait qu'on repasse la diapositive 27, 27, où il y a l'avis du Comité national d'éthique concernant la vaccination des enfants et des adolescents, et je suis à peu près complètement en phase avec Mme Ziegler sur ce sujet précis. Voilà. L'avis du CCNE était très réservé, pour les raisons qui sont marquées ici, 9 juin. Bénéfice individuel direct très faible, sauf comorbidité. Suivi pharmacologique spécifique indispensable, je complète l'étude initiale, c'était 2000 enfants, 2200, dont 1200 vaccinés et 1000 non vaccinés. Donc évidemment, c'est petit effectif. Maintenant, il y a plusieurs millions. Et la question qui est marquée, est-il éthique de solliciter la contribution des jeunes pour atteindre le bénéfice collectif? Voilà. Donc c'est une vraie question, et je suis plutôt d'accord avec M. Ziegler sur ce point-là. D'autant que, je vous dis, j'ai vacciné des enfants, d'autant que formation claire adaptée à cette tranche-là, tout ça c'est le mot du comité d'éthique. On demande d'informer les enfants, les adolescents, sur les incertitudes liées à la maladie, au vaccin lui-même, sur les mesures de prévention proportionnées au regard du risque. Voilà. Donc il y a un vrai problème éthique. Je fais ce qu'on me demande de faire, voilà. Je prends le temps de faire une information claire, mais c'est un peu lent. Et donc, effectivement, il y a probablement un problème éthique sur cette vaccination-là. Voilà. Autant pour les adultes éclairés, je ne sais pas si ils sont éclairés, mais enfin, ils sont majeurs. Sur les enfants, je pense qu'il y a effectivement un certain nombre de précautions à prendre. Et je pense qu'on est allé un peu vite en besogne. Initialement, il était question d'attendre la rentrée, qu'on prépare le terrain. Alors après, pour être tout à fait complet, effectivement, un certain nombre d'enfants qui viennent, enfin quasiment la totalité, aucun ne parle de bénéfice collectif, aucun. C'est pas le problème. Je le dis franchement, c'est pas le problème. 2 ou 3 m'ont dit, je me vaccine pour que ma grand-mère soit pas malade, et tous les autres, c'est pour partir en vacances avec le code. Non mais je fais des choses comme ça, voilà. Ouais, donc nous ne sommes pas clairs, voilà. Effectivement, le bénéfice direct des enfants pour les enfants et adolescents est faible. Le bénéfice collectif, on nous a dit que c'est pour ça, mais ils s'en fichent complètement. Hein. C'est pas un jugement de valeur, c'est une constatation. Et essentiellement, c'est le retour à une vie sociale, fin sociale. Après, ils sont très embêtés, et les parents aussi, quand je leur dis que la vie, le voyage, c'est 2 semaines après le deuxième vaccin. Alors là, déjà, oui, parce qu'ils sont vaccinés maintenant, il faut qu'ils viennent 3 semaines ou un mois après, ils ont le code valable 15 jours plus tard. Donc, voilà. Donc j'ai dit les choses crûment. Alors, on a à peu près, je vaccine dans 2 endroits, je passe à peu près 5 demi-journées pour vacciner tous les âges. Je pense que les enfants et les adolescents ne représentent même pas 5% des gens qu'on vaccine. Bon. Et c'est vrai que on peut se poser des questions sur l'éthique de ce geste-là. Alors, c'était une précision tout à fait importante. Est-ce qu'il y a des... Alors, on a eu 2 exposés très intéressants, ça serait bien qu'il y ait un débat avec la salle. Est-ce qu'il y a d'ores et déjà des questions? Si oui, monsieur, on va vous passer un micro. Merci, bonsoir. Donc, merci aux 2 intervenantes pour leur prestation. Je voulais aborder la question du bénéfice-risque sous un angle un petit peu différent. Dans le cas spécifique du Covid, puisque dans le cas spécifique du Covid, le choix qui a été fait, Barbara Stiegler l'a rappelé, d'accorder une priorité absolue à la vaccination
qui est le cas de l'OMS en février 2020, a un effet particulier si on regarde le cas de la France, parce que vous avez parlé tout à l'heure de l'autorisation de mise sur le marché, mais dans le cas de tous les vaccins en France, cette autorisation de mise sur le marché est temporaire, pour une raison simple, c'est que les phases 3 ne sont terminées pour aucun des vaccins qui sont aujourd'hui administrés. Or, comme Barbara Stiegler l'a rappelé à l'instant, à partir du moment où il y a cette autorisation de mise sur le marché temporaire, eh bien, il y a un conflit avec des recherches sur des traitements, puisque s'il y avait un traitement aujourd'hui qui était trouvé pour guérir du Covid, eh bien, immédiatement, l'autorisation de mise sur le marché temporaire des vaccins serait retirée, puisque s'il y a un traitement, il n'y a plus besoin de prendre ces questions. Donc, on est dans une nasse qui fait que c'est là où je pointe un risque aussi dans le choix de la politique vaccinale concernant le Covid, c'est que ça nous a amené, au fond, à prendre un chemin qui devient irréversible puisqu'on ne fait plus de recherche sur les traitements. Et rappelez-vous, et j'en termine là, dès le mois de mars, vous avez tous et toutes 2020 entendu ce slogan extrêmement étonnant qui, pour moi, m'indiquait qu'on était dans un monde nouveau. Hein, c'est quand on disait tous les jours vous toussez, vous avez de la fièvre, vous êtes peut-être malade. Et ce peut-être, je continue, il résonne pour moi de manière très étrange parce qu'il signifiait qu'on avait changé de monde et que désormais, quand on était dans l'ancien monde malade, on était peut-être plus malade et qu'il fallait prendre du Doliprane, rester à la maison, ne surtout pas voir de médecin, donc pas faire de clinique sur la Covid. Donc, je pense que dans la question du bénéfice-risque concernant le Covid, il faut aussi poser cette question. Dans quelle mesure le choix précoce de la politique vaccinale concernant le Covid n'a pas bloqué, ralenti, empêché des recherches sur les traitements, ralenti la clinique, qui sont aussi des éléments traditionnels qui remontent à Hippocrate. Merci. Alors, je vais demander à Jean Sarlang de répondre là-dessus et peut-être aussi à Barbara Stiegler. Est-ce qu'il y avait un autre choix possible? Enfin, en gros, est-ce que en faisant ce choix, on ne s'est pas fermé les autres, quoi? Je voudrais juste préciser que l'AMM, effectivement, temporaire, elle n'est pas figée, je l'ai dit. Un certain nombre de produits avec des AMM, et certains pays ont dit on oublie ça. Vous voyez, ce n'est pas figé. Il y a des pays qui ont dit on ne veut pas de ce vaccin. D'autres pays qui ont modifié l'AMM en disant on ne fera pas à partir de 30 ans, 35 ans, 55 ans. C'est assez intéressant. Hein, c'est que les autorisations d'utilisation, elles varient selon les pays, elles varient selon l'épidémiologie, elles varient selon la sensibilité des pouvoirs publics ou des populations à la balance. Effectivement, le même vaccin dans différents pays a des indications différentes. Restriction d'utilisation 55 ans en France, c'est 35 ans au Canada, 30 ans en Angleterre. C'est la même maladie, c'est le même vaccin. Donc, c'est pas aussi simple que ça. Et je vous rassure, il n'y a rien de définitif. Les autorisations sont temporaires, je le sais, et elles peuvent parfaitement être annulées si, effectivement, la balance bénéfice-risque devient défavorable. Et ça a été le cas dans certains pays qui n'ont plus voulu entendre parler du vaccin AZ. Le vaccin AZ, dans certains pays, il n'existe plus. Barbara Stiegler. Oui, mais merci beaucoup, Christophe, pour ces remarques qui sont évidemment très justes. On est dans une espèce de trajectoire donc pré-câblée, en quelque sorte. Aucun débat n'est possible. Donc c'est ce discours complètement irrationnel que je vous relate, qui est celui de mon milieu. C'est la seule issue, c'est la seule voie. Hors du vaccin, point de salut, donc le contraire même d'une démarche médicale, thérapeutique, avec une connaissance approchée, etc. Enfin, tout l'inverse. Hein. Donc, une conduite irrationnelle. Et on est donc effectivement dans une fuite en avant. On a des citations assez saisissantes, par exemple d'Alain Fischer, qui nous dit ceci: « L'idée de vacciner les ados à la place des adultes réticents est éthiquement inacceptable. Mais, ajoute-t-il, l'ouverture aux ados se justifie, car c'est un impératif arithmétique. Pour parvenir à l'immunité de groupe, il faut vacciner 90%. Alors, là, restez bien concentrés parce qu'il faut bien comprendre le raisonnement. Il faut pour parvenir à l'immunité de groupe, il faut vacciner 90% des 12 à 100 ans. Cette donnée, qui n'en est pas une, c'est une construction, elle a encore évolué, enfin c'est extrêmement évolutif. Avant c'était 60%. En quelques semaines, ça ne fait que monter. Maintenant on en est à 90. Peut-être que dans 15 jours on sera à 95 et peut-être à la rentrée on nous parlera de 100%. Alors donc il faut 90% des 12 à 100 ans.
si bien qu'elle restera hors d'atteinte, même en vaccinant la quasi-totalité des adultes. Donc, c'est éthiquement insupportable, mais nous allons le faire. Parce que, en fait, nous avons pris un chemin dans lequel on n'a pas d'autre issue. Autre citation, une citation de Mircea Sofonea, qui est épidémiologiste à Montpellier. Actuellement, dans le cas où 90% de la population adulte se retrouve vaccinée avec 2 doses à la rentrée, nous serions encore sous la menace de 15 000 décès hospitaliers au niveau national, l'équivalent d'une importante épidémie de grippe saisonnière. Il s'agit d'un ordre de grandeur dans les conditions actuelles. Parenthèse, hors échappement immunitaire d'un variant, ce qui, pour l'instant, ne semble pas d'actualité. Et j'ai d'autres citations qui vous expliquent qu'il est absolument certain qu'il va y avoir des variants qui vont échapper et que donc, on aura, le même Alain Fischer nous le dit, la vaccination contre le Covid récurrente comme nouvelle norme sociale. Donc, on s'embarque dans quelque chose dont on ne voit pas la fin, dont on ne voit pas le bout, qui est délétère et qui, en plus, on l'a dit, n'est pas pensé de manière internationale, mais qui est pensé à la fois de manière nationaliste et de manière mondialiste, c'est-à-dire le pire des choses. Pas d'internationalisme, mais une vision mondialisée où tout le monde échange ses virus à travers les avions, etc. Et en même temps, une vision extrêmement nationaliste où il n'y a aucune visée de santé publique internationale. Jean Sarland. On ne s'en sort pas. Je confirme que je ne crois pas à l'immunité, à la protection collective. Je confirme, je l'ai dit. Je suis un petit peu moins pessimiste parce qu'il y a aussi dans la protection collective les gens qui ont été malades. Dans les 70-80%, ce n'est pas les gens vaccinés. C'est les gens qui ont rencontré le virus. Soit parce qu'ils ont la maladie, et en France, c'est 25% à peu près. Cela en fait une dose et ils vont être protégés probablement très longtemps, beaucoup plus longtemps qu'on le pensait, hein, parce que l'immunité cellulaire, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en évidence que les anticorps, mais il ne faut pas être pessimiste. Il est probable que certaines personnes qui ont eu la maladie aient une immunité cellulaire mémoire, on va être simple, hein, et que la dose qu'on va faire va permettre de prolonger cette immunité et d'élargir aux variants. Donc, il ne faut pas être pessimiste. Mais quand on dit 80%, 80%, il faut mettre dedans les 25% ou 26% qui ont eu la maladie. Ça fait beaucoup de gens vaccinés quand même. Mais je vous dis, la protection collective, je ne pense pas. Le vrai problème, c'est la stratégie. Au départ, la stratégie était relativement simple. On va vacciner les plus vulnérables, bénéfice direct, morbimortalité, oui. Et là, c'était relativement cohérent. Et puis après, pour des raisons qui m'échappent, et je ne vais pas polémiquer là-dessus, on est parti sur on va supprimer la Covid. Et là, ça me paraît bien compliqué. Et notamment, il est clair, je vous dis, je suis pédiatre, donc je veux bien vacciner les enfants, je vaccine plein d'enfants. Mais vacciner les enfants pour bénéfice direct très faible, ce n'est pas eux qui, s'ils sont malades, vont remplir les hôpitaux. Et donc, voilà, donc je pense qu'il y a peut-être une déviation, une fausse route. Je suis désolé, mais je parle en mon nom propre, pas en nom de CHU, mais bon. Non, mais je le dis. Non, mais pas d'ennui. Non, mais je pense que c'est pas clair. Non, mais je pense qu'il faut lever l'ambiguïté. Non, mais l'unité collective me paraît ambigu. C'est très intéressant ce que vous dites, et c'est bien que vous démontiez ce terme d'immunité collective. Autre question dans la salle. Madame. Non, oui. Oui, j'ai juste une question. Alors, vous n'avez pas répondu, docteur Sarlang, selon cette personne, quant aux recherches sur le traitement, est-ce qu'elles se poursuivent? Alors, voilà, ça c'est une question très intéressante. La Covid, tout le monde le sait, on ne parle que de ça, de toute façon, mais bon, on va parler peut-être d'autre chose. Mais la Covid, tu m'as dit virale. Il y a très peu de médicaments actifs sur le virus. Voilà, très peu. L'APS est connue depuis X années. Bon, il y a un petit traitement pour le bouton de fer. Le CMV, cytomegalovirus, qui est une histoire extrêmement ancienne qui touche des millions de dames, des millions d'enfants, pas de traitement. Donc, le traitement antiviral, c'est compliqué. La preuve, c'est pour le VIH. On n'a pas un traitement, on n'a pas deux traitements, on en a 3. Et les vaccins, on n'a pas de vaccin. Donc, ouais, c'est pas qu'ils ne cherchent pas. Ils cherchent, mais c'est compliqué. Retenez que autant, enfin, il est possible, autant il est encore possible de trouver des nouveaux antibiotiques, possible, autant il est très difficile de trouver des médicaments antiviraux pour lesquels la balance bénéfice-risque soit satisfaisante. Parce que les médicaments antiviraux, ils vont effectivement modifier les aides, etc. Et beaucoup de médicaments antiviraux ont des effets délétères qui font qu'on ne peut pas les utiliser en vie courante. Donc, oui, on peut chercher des médicaments antiviraux, oui. Il y a beaucoup d'essais. Je ne suis pas très optimiste sur le fait qu'on va trouver un médicament antiviral efficace, bon marché,
et sans effet délétère. Voilà. Donc, on reprend ça peut-être une fois. Merci. Madame. Bonjour et merci beaucoup. Et moi, je voudrais rebondir juste sur ce que vous disiez de cette espèce d'obsession à ne pas paraître comme complotiste dès qu'on se pose des questions. Je suis orthophoniste et alors je travaille en EHPAD, donc avec les personnes âgées, mais je suis abonnée à notre journal national qui s'appelle L'Orthophoniste, dans lequel j'ai lu le mois dernier, et j'avoue que j'en suis pas encore revenue, une étude sur le masque disant que les études actuelles tendaient à prouver que le masque en population générale n'était pas gênant pour la communication. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je peux témoigner que le masque est gênant en communication. Ça fait 15 mois qu'avec les personnes âgées qui font partie de la population générale. Mais plus loin que ça, il est dit dans cet article qu'on peut s'interroger sur l'impact du masque en population sourde. Alors là, Effectivement. Dans un journal d'orthophoniste. Il y a un truc qui me laisse perplexe. Voilà. J'ai simplement dit que la communication sociale ne se limitait pas. Voilà. Et qu'il ne faut pas confondre distanciation physique et distanciation sociale. Bien sûr, notamment pour les gens sourds, la visualisation de mon élève est indispensable. Je suis d'accord avec vous, même moi pour parler. Mais il ne faut pas dire, distanciation sociale me paraît un mot pervers. On peut vivre en société. Je suis tout à fait d'accord, mais je m'interroge sur la priorité effectivement dans le discours officiel, en l'occurrence d'orthophoniste, de ne pas paraître Est-ce que c'est une demande de l'ARS, de votre ordre professionnel je veux dire, d'où vient cette demande? Quelle demande? La demande de ne pas laisser croire que le masque non, ça c'est compromet la communication. Non, c'est une étude sur les masques dans un magazine qui s'appelle L'Orthophoniste, et une étude sur les masques qui dit donc deux choses: qu'en population générale, il semble qu'il n'y ait aucun impact sur la communication, ce qui me paraît déjà problématique, et d'autre part qu'on peut s'interroger sur l'impact pour les personnes sourdes, ce qui me paraît complètement à côté de la plaque par rapport à tout ce qu'on... C'est une revue qui est considérée comme sérieuse. C'est une revue qui est considérée comme sérieuse, voilà. Et moi, ce que je me demandais en vous écoutant, c'est... J'ai découvert il n'y a pas longtemps la complémentarité ou l'opposition, je ne sais pas, entre l'éthique réflexive et l'éthique normative. Et je me demandais j'avais envie de votre éclairage là-dessus, sur le fait qu'il y aurait peut-être je trouve que le discours, de l'éthique, il est super normatif. C'est votre conclusion, monsieur, quand vous dites d'exigence éthique de la vaccination est une exigence éthique. Ça me paraît très normatif par rapport à une éthique, il me semble, qui serait promue de la réflexivité et donc d'une certaine forme de communication. J'ai l'impression qu'il y a des enjeux de communication bien profonds et j'avais envie de... Voilà. Oui, je comprends votre question. Évidemment, dans le cadre du master soins éthique santé, ça fait des années qu'on s'interroge collectivement sur ce qu'est l'éthique. Il y a une très grande violence des institutions éthiques, du discours éthique, qui très souvent, en fait, on peut très facilement le montrer sur la politique hospitalière, accompagne de manière parfaitement complice, très souvent sans aucune conscience, mais la conscience, c'est pas requis, on n'a pas besoin d'être conscient de la chose pour le faire, qui accompagne en fait une dégradation du monde du travail hospitalier, qui est de plus en plus un monde gouverné par les managers et qui se drape en fait dans un discours éthique qui en rajoute dans la souffrance des personnels. Donc le discours éthique est potentiellement extrêmement dangereux. Il est effectivement normatif, ce qui en soi n'est pas du tout mal, c'est normal. Je suis assez d'accord avec les philosophes qui pensent que la vie est normative. Être vivant, c'est être normatif. On ne peut pas vivre sans normativité.
toute vie est normative, toute vie est préférence, choix, etc. Simplement, la question est de la fixité de ces normes. Et la question est de savoir qui peut jusqu'à quel point il peut y avoir des hiérarchies qui figent à notre place les normes. Et bien sûr que l'éthique peut contribuer à ça. Elle le fait très largement et elle doit contribuer, si je peux me permettre ce discours normatif, à faire l'inverse, c'est-à-dire à être, comme le fait absolument l'ERENA, qui est tout à fait à la hauteur de cette exigence-là, c'est-à-dire à être un lieu où on fait face à l'incertitude, on fait face à la difficulté, à la contradiction, etc. Et aujourd'hui, on a toujours pensé, depuis qu'on travaille ensemble avec l'ERENA, que c'était vital. Mais aujourd'hui, ça prend une dimension quasiment subversive. De pouvoir aujourd'hui se permettre de poser la question de la vaccination des étudiants dans les locaux de l'université de Bordeaux, je peux vous assurer que c'est très difficile. C'est très difficile. Pour moi, c'est pas difficile, je prends aucun risque, il va rien m'arriver. Mais de toute façon, j'ai déjà été mise à l'index. Donc, je vous donne un exemple. J'ai reçu, j'ai vu qu'il y avait un sondage organisé par Philosophie Magazine sur êtes-vous pro-vax, anti-vax, mi-vax, mi-raisin, etc. Et donc il y avait 4 profils et le dernier c'était vous êtes donc moi. Donc j'ai regardé tous les items et c'était absolument scandaleux. Donc moi j'ai appelé mes amis juristes pour savoir si je pouvais les attaquer. Un des items c'était mon voisin est anti-vax. C'est génial, c'est donc un vrai adversaire du néolibéralisme. Donc, si vous voulez, du fait même que j'ai, comme certains, osé émettre un discours critique sur telle ou telle question, par exemple à la question de la vaccination étudiante, j'ai même pas osé encore, c'est la première fois que j'en parle publiquement, mais vous êtes immédiatement mis à l'index. Bon, moi je m'en fous, j'ai un poste, va rien m'arriver, personne va me mettre en prison, mais pour les gens qui n'ont pas de poste, pour les gens qui sont en difficulté, etc., je peux vous assurer que ça cloue le bec, oui, effectivement. Et ça se drape dans l'éthique, ce qui fait une double peine en quelque sorte. Merci, madame. Je voudrais rebondir à la fois sur ça et puis sur la vaccination des plus jeunes. Moi, je suis médecin généraliste et quand j'ai vu arriver l'avis du comité d'éthique, j'ai été soulagée parce qu'en amont, on commençait à être bien abreuvé des recommandations de plus en plus pressantes de la HAS de vacciner les plus jeunes. Moi, je ne me sens pas du tout... c'est pour moi impossible d'injecter aujourd'hui un vaccin Covid à un enfant. Et je me pose la question, justement, qu'est-ce que je fais, moi, en tant que médecin? Est-ce que je raccroche tout de suite mon stéto et je dis, bon, ben non, ou est-ce que est-ce qu'il existe encore pour nous une espèce de libre arbitre, d'autonomie qui nous permet de dire... stop, non, moi je ne le ferai pas. Après, j'essaie d'apporter un consentement, enfin, des informations les plus... Mais bon, voilà. Vous vaccinez quand même. Moi, je vaccine parce que je suis dans une structure où on vaccine. Mais vous avez compris mon extrême réticence. J'ai exprimé depuis le début. Et je suis très surpris par les motivations profondes des gens qui s'est fait pour une norme sociale, enfin pour un confort. L'intérêt collectif, ce n'est pas la problème. La protection individuelle, à peine un peu. Mais je vois aussi la pression des parents. Alors, faut-il refuser de vacciner un enfant pour lequel les parents ont signé 1, 2, pour lequel l'enfant vous dit « je vais être vacciné ». Alors, je vous répète, c'est petit peu, mais ça me pose un souci. Et je pense qu'on a mis la chose avant les jeux, qu'il y avait d'autres stratégies, notamment d'aller vers les gens plus grands, plus adultes, qui sont encore... On voit encore plein de gens qui ont leur première dose à peine. Je dis, il y a un problème éthique. Après, l'éthique, ça concerne... Vous êtes médecin, donc vous avez prêté ces bancs de coca, donc parfaitement ne pas vacciner. Ah ben on est d'accord. D'accord. Moi, j'ai une structure un petit peu officielle, donc il m'est difficile de dire à mes collègues, je ne veux pas vacciner. Mais à tête individuelle, un cabinet libéral, de toute façon, vous ne pouvez pas le faire, un cabinet libéral. Le vaccin qu'on a, c'est bon. Donc vous êtes un petit peu sorti de là. C'est une vraie problématique, et je veux dire, je l'ai mis sur ma diapo. Est-il éthique d'engager les enfants de cette problématique? Barbara, oui, 2 points je voulais ajouter. Les conditions, c'est rappelé par le CCNE, qui effectivement, ce texte est très important parce qu'il vient rompre 1 an de propagande extrêmement dure
de toutes ces instances, et puis quand même un long silence du CCNE qui a émis des avis aussi assez importants, mais là vraiment il y a rupture, puisqu'il y a un affrontement avec la HAS quand même. Voilà. Normalement, ça devrait être en premier titre de tous les journaux qui font leur travail. Normalement, dans Le Monde, dans Libération, on devrait faire état de ces conflits. Au contraire, on a réglé ça aujourd'hui par un article grotesque, dans lequel le point de vue de la HAS et le point de vue du CCNE sont en gros transformés en SMS d'adolescents. Donc il y a bidule et machin, et donc une fille et un garçon, tout ça. Et à la fin, qui a le dernier mot? C'est le garçon qui défend le point de vue de la HAS. Donc c'est transformé en une espèce de point de vue, d'échange de points de vue. Enfin, c'est impressionnant quand même. Bon. Donc je reviens sur ce que dit le CCNE. Deux choses très importantes. Premièrement, les conditions minimales du principe du consentement éclairé du sujet sain, en l'occurrence, ou du patient, ne sont pas respectées. En l'occurrence, ici, c'est le sujet sain, ne sont pas respectées. Or, je rappelle que ça renvoie quand même à une histoire brûlante qui est Nuremberg. C'est quand même on touche à des principes extrêmement graves. Donc, l'idée, c'est que le consentement doit être recueilli de telle sorte qu'il n'y ait pas, en fait, il n'y ait pas d'extraction du consentement par une forme de chantage. Or, il est clair que tous ces individus sont soumis à un chantage massif, qui est que s'ils ne cèdent pas ceci, ils ne pourront pas partir à l'étranger, ils ne pourront pas aller à l'école, ils ne pourront pas aller à l'université. Donc là, le consentement éclairé des étudiants, c'est tout simplement pas possible, puisque les étudiants vont dire je préfère me faire vacciner, parce que sinon la fac risque de jamais réouvrir. Donc ça, c'est le non-respect, la violation des conditions minimales du consentement éclairé du sujet. Donc ça, c'est une expérimentation grandeur nature qui est faite contre le gré des personnes par ce chantage dont je parlais tout à l'heure, qui est la pénalité, qui correspond à la pénalité chez Bentham, c'est-à-dire ce que je vous disais au début. Ça, c'est le premier point. Deuxième point extrêmement intéressant dans l'avis du CCNE, qui dit que si on éclaire le consentement des étudiants, on doit leur dire qu'ils prennent une première dose, ils doivent prendre une deuxième dose, et qu'ils vont peut-être devoir prendre une troisième, une quatrième, une cinquième, une 20e, on ne sait pas quand ça va s'arrêter, et que donc s'ils croient juste se vacciner une fois et en être débarrassés, c'est les bercer d'illusions, parce qu'en fait, c'est pas vers ça qu'on va pour l'instant. On va plutôt, on est en train, les autorités sanitaires nous préparent à une nouvelle norme sociale d'un rappel systématique constant. Donc, ce que dit très justement le CCNE, c'est que de ne pas dire la vérité, dissimuler les choses à ce point, c'est créer toutes les conditions d'une immense défiance de la jeunesse contre les autorités sanitaires. Et c'est gravissime. D'autant qu'il faut rappeler, j'ai pas eu le temps de le faire, que depuis un an, la jeunesse est particulièrement maltraitée, qu'elle est en permanence considérée, la jeunesse, les enfants ont été taxés de bombes humaines, etc. Les étudiants ont été plongés dans une situation carcérale que tout le monde connaît. Donc c'est poursuivre en fait un processus délétère d'une société dans laquelle les plus nantis, les plus âgés, etc., pour une partie d'entre eux, instrumentalisent et détruisent les générations à venir, au fond. Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec l'idée qu'il y a un sacrifice des jeunes par les vieux, parce qu'en réalité, quand on voit les désastres de la gestion de la crise sanitaire sur les personnes âgées, on ne peut pas dire ça. Il y a eu énormément de victimes dans toutes les générations. Mais en tout cas, cette manière de s'attaquer en fait à la génération nouvelle, de la maltraiter et de la traiter de la sorte, c'est quelque chose qui est effrayant, et c'est formidable que le CCNE ait eu le courage de le dire. Par rapport au rôle du médecin qui devient un officier de santé, ça commence à poser des problèmes. Dès mars, dès le mois de mars, vous étiez mis aux ordres, bien sûr. Il est évident que les vaccinodromes ne sont pas l'endroit idéal pour avoir une information libre et éclairée d'un adolescent. Bien sûr. Ça a été dit à l'époque d'Achane. Le dialogue singulier entre le médecin et l'enfant est sûrement privilégié. Dans la stratégie actuelle, c'est très compliqué. Mais je suis d'accord avec vous. Les vaccinodromes n'est sûrement pas un endroit pour faire des informations libres et éclairées. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord.
Ah ben, de toute façon, pour l'instant, vous êtes un peu... Il n'y a pas d'obligation vaccinale. Madame Raffaele. Alors, excusez-moi, excusez-moi, pardon. Je vais juste, parce que je pose aussi les questions des personnes qui sont à distance et qui, notamment, enfin, il y a 2 remarques sur les effets à long terme, en fait, des vaccins, des nouveaux vaccins qu'on ne connaît pas forcément. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de, voilà, est-ce que le principe de précaution ne devrait pas aussi s'appliquer? Est-ce qu'on Dans le s'assoit vaccin pas sur messager, peut-être. Je peux dire un petit mot des vaccins ARN messager. Alors, quand on dit nouveau vaccin, beaucoup d'entre vous seraient peut-être surpris de savoir que l'ARN messager a été découvert en 1960 par 3 Français de l'Institut Pasteur, Lophe, Jacob et Monod, 1960, qui ont eu le prix Nobel. L'ARN messager, c'est pas sorti du cerveau d'un savant fou. J'ai retrouvé dans mon bureau, j'ai rangé un peu mon bureau il y a quelques mois, puis je partais à la retraite, j'ai retrouvé à l'époque, ce n'était pas PowerPoint, c'était des transparents où je parlais des vaccins du futur. Il y a 25 ans, j'avais marqué vaccin ARN messager. Donc, ce n'est pas un nouveau vaccin. Et il était d'ordre technologique. Le principe du vaccin ARN messager est connu depuis longtemps. Et à titre d'information, vous serez sûrement content d'apprendre que les Turcs, les Allemands d'origine turque qui ont trouvé le vaccin ARN messager pour la Covid, travaillaient en fait sur un vaccin anti-cancer. L'avenir des ARN messagers, on peut s'en réjouir, c'est d'avoir des immunothérapies très ciblées où le corps va faire des anticorps contre sa propre tumeur. Donc le problème, il est technologique, il n'est pas conceptuel. Voilà. Je vais dire une énormité. Il n'y a pas des vaccins vétérinaires à ARN messager avant d'avoir eu des vaccins, avant qu'il y ait eu des vaccins humains, ou je me trompe? Je pense que vous avez peut-être raison, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des vaccins ARN messagers sur l'Ebola. Ouais. Voilà. Ouais. Mais évidemment, l'expérience est un peu limitée en nombre. Voilà. Mais ce qu'il faut aussi retenir, c'est que c'est une technologie nouvelle, mais le concept est très ancien, vraiment révolutionnaire dans le cas de la médecine en général. Et donc, moi personnellement, mais je ne suis pas un expert, vous avez compris, je fais de la virologie il y a longtemps, j'ai un DEA, mais je ne suis pas virologue, je fais d'épidémio au CDC, mais je ne suis pas épidémiologiste, je suis juste pédiatre, mais il me semble que nous devons être relativement rassurés sur le vaccin ARN messager. Et d'ailleurs, moi, je pense que c'est une voie d'avenir pour la vaccination. Alors, je répète, on n'a que 18 mois de recul, mais enfin, on est quand même à des millions de millions. Les soucis qu'il y a eu, c'est plutôt avec les vaccins vecteurs viraux, pour lesquels on a quelques interrogations. Vous savez que l'ARN messager qu'on injecte, le lendemain, vous n'en avez plus. Le vaccin qu'on injecte, le lendemain, il n'y a plus d'ARN messager. Il était détruit. Ce qu'on espère en le mettant dans l'enveloppe lipidique, c'est qu'il fasse son boulot, c'est l'antigène puis l'anticorps. Voilà. Donc, je pense que c'est un process qui est très intéressant, qui va sûrement révolutionner la médecine, notamment dans le domaine de la cancérologie. Barbara Stiegler. Alors, moi, j'en ai parlé avec mes collègues. Sur les effets à long terme, c'est quelque chose qui n'est pas évident d'anticiper, d'étayer, etc. Parlons du très court terme, parlons de tout de suite, en fait. Et là, il y a vraiment problème. C'est-à-dire que plus les gens sont jeunes, plus il y a problème. En fait, là, actuellement, on a ce qu'on appelle les myocardites sur les enfants. Donc, c'est un vrai problème. D'après les discussions que j'ai eues, les myocardites pour les enfants, ça peut être hospitalisation. Si c'est mal pris en charge, c'est très grave. Donc, on ne peut pas considérer que ce sont juste, c'est ce qu'on entend dans la presse, on entend dans les discours gouvernementaux partout, que c'est juste ce qu'on lit dans Le Monde et Libération tous les matins, c'est rien du tout. Il y a des petits effets d'inconfort, les effets indésirables, c'est juste de l'inconfort. C'est pas vrai. Donc, ce qu'on voit pour l'instant, globalement, sur ces nouveaux vaccins, c'est que plus les gens sont jeunes, plus il y a potentiellement du risque. Et on l'a vu aussi avec AstraZeneca, où les morts de thrombose sont bien réelles. Moi, j'ai quand même reçu, ça fait un drôle d'effet, j'ai reçu le message du senior qui venait d'enterrer le jeune médecin de Nantes, l'interne, qui a eu une thrombose suite à AstraZeneca. Ça fait un drôle d'effet. Je veux dire, c'est pas des risques à long terme qu'on pourrait imaginer. C'est des risques absolument réels. Sur les myocardites, Jean Sarlang. Sur les messagers, sur le myocardite. Alors, c'est effectivement un vrai souci que je veux partager avec vous, c'est que si par hasard on venait encore à descendre encore l'âge de vaccination, parce que peut-être qu'on va le dire, vacciner les 10 ans. Là, je suis encore plus dubitatif parce que
La vaccination, ça consiste à stimuler l'immunité. Avec la Covid, mais je ne voudrais pas qu'on parle que de la Covid, mais peu importe. Avec la Covid, on a quand même vu un certain nombre de syndromes inflammatoires, les PIMS, les MERS, comme vous voulez, appelez comme vous voulez, qui sont des espèces d'auto-emballement du système immunologique. Après une Covid, qui parfois est passée totalement inaperçue. Alors, c'est des cas rares. Il n'y a eu qu'un seul décès chez l'enfant qui avait des comorbidités. C'est cas rare, mais assez spécifique à la pédiatrie. Âge médian, 8 ans. Et voilà. Et donc, ce que je ne voudrais pas, c'est qu'en descendant encore l'âge de la vaccination, on se trouve dans une situation où, pour le coup, le bénéfice qui est très, très faible serait inférieur au risque de stimulation immunitaire un petit peu. Alors, c'est... Donc voilà, donc vous comprenez ma prudence sur la vaccination des enfants, des adolescents, et le fait qu'il faut aller avancer doucement. Bien, je pense que l'heure a tourné et je vais me permettre, donc on va fermer le robinet des questions, de façon un peu autoritaire, et en plus je suis un peu, comment dirais-je, confus de faire une petite conclusion personnelle parce que voilà, avant que nous nous séparions, je voudrais vous demander. Je voudrais me permettre de troquer pendant quelques très brefs instants ma casquette d'animateur du débat contre celle de délégué régional de Médecins du Monde, où j'exerce par ailleurs des fonctions de bénévole social. Depuis sa naissance, il y a plus de 40 ans, Médecins du Monde se bat pour l'accès universel aux soins et pour l'équité sanitaire entre les populations favorisées et les populations défavorisées, dans notre pays comme dans le monde entier. Et à ce titre, comme de nombreuses autres ONG, nous ne pouvons pas ne pas être choqués, voire scandalisés, par l'extraordinaire inégalité d'accès des pays au vaccin contre la Covid-19. Malgré nos retards à l'allumage en France, plus de 30 millions de personnes ont reçu en France leur première dose. Dans la plupart des pays les plus prospères, le taux de primo-vaccinés va vers les 50% quand il ne les a pas dépassés. Selon des statistiques récentes, ce taux atteignait au 18 juin 0,3%, ou même, je crois, 0,03% au Tchad et 0,68% à Madagascar. Et au 18 juin dernier, un pays comme la Syrie avait reçu en tout et pour tout 71 000 doses de vaccins. Ce déséquilibre, je rejoins ce que disait Jean Sarlang, ce n'est pas simplement une faute, c'est un danger, car au-delà des considérations morales, il ne faut pas oublier, comme le rappelle l'OMS, que tant que tout le monde n'est pas à l'abri, personne ne le sera vraiment. L'exemple du variant D, plus connu du grand public sous le nom de variant indien, est là pour nous le rappeler. Pour tenter de réduire ce fossé, diverses mesures ont été prises. L'Union européenne et d'autres pays offrent ainsi des doses de vaccins et un mécanisme international connu sous le nom de COVAX vise à livrer des doses à des dizaines de pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Sud. Pour estimable qu'il soit, cet effort n'est hélas pas à la hauteur des enjeux. À ce jour, COVAX n'a livré que 88 millions de doses. Et quand on le compare à la population mondiale, et je mets évidemment de côté les enfants et les adolescents, vous vous rendez compte de la faible proportion de ce que représentent ces quantités de 88 millions de doses. Et qui plus est, le mécanisme COVAX est gravement perturbé par la décision indienne de bloquer les exportations de la société locale S2I, qui est le principal fournisseur en sous-traitance du vaccin AstraZeneca. C'est dans ce contexte que des voix de plus en plus nombreuses s'élèvent pour demander la levée au moins temporaire des brevets sur les vaccins contre le Covid. Pfizer et d'autres labos font valoir que sans les promesses de ressources attachées à ces brevets, jamais les vaccins n'auraient été découverts si vite et que de toute façon, le rythme de fabrication est plus ralenti par les goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement que par les problèmes de brevets. Ces arguments ont peut-être leur part de vérité, mais il ne faut pas non plus oublier les milliards d'argent public déversés dans le développement de ces vaccins et dans la recherche fondamentale antérieure, sur l'ARN messager notamment, qui les a rendus possibles. Il ne faut pas oublier non plus les dividendes considérables versés aux actionnaires par la plupart des grands groupes pharmaceutiques, dont le niveau de profit moyen
et sans comparaison avec celui de la plupart des autres secteurs industriels. Amusez-vous, par exemple, à comparer la profitabilité de Sanofi et celle de Renault, et les dividendes qui versent les uns et les autres. Il ne faut pas oublier enfin que les inventeurs des premiers vaccins contre la poliomyélite n'avaient pas fait breveter leur invention, je parle sous le contrôle de Jean Sarlang. Ils avaient la conviction que la santé est un bien public mondial, c'est aussi celle des médecins du monde, et le médecin du monde, comme j'en suis sûr, celle de beaucoup d'entre nous ici. Je vous remercie. Merci.